Bonsoir à tous les astrophiles et tous ceux qui me font le plaisir de suivre mes petites pérégrinations dans les étoiles et les planètes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, puisque là c'est fini, puis bientôt c'est les fêtes de Nouvel An. Moi je fais cet enregistrement très très tard, j'espère que je vais être à la hauteur. Donc pour ces fêtes, rappelons-nous simplement, c'est vraiment le moment de se rappeler que c'est un moment spirituel vachement puissant, non pas simplement parce que c'est la mémoire de la naissance du Christ. D'ailleurs, on n'a aucune preuve qu'il soit né à ce moment-là. C'est plutôt une tradition qui remonte à beaucoup plus loin, qui est la renaissance du Sol Invictus, du Soleil invaincu, c'est-à-dire le moment où le Soleil rentre en Capricorne, c'est-à-dire le 21 décembre, qui est le véritable début de l'année. Et puis par le décalage des calendriers, on s'est retrouvé au 1er janvier. Donc tout ça n'a plus très grand sens maintenant, mais le moment de Noël, 3 jours après le solstice, c'est le moment où le soleil commence à remonter, donc le soleil est invaincu, puisqu'il semblait descendre et aller mourir, et puis il renaît à nouveau. Et donc cette renaissance est fêtée comme l'occasion en nous de faire naître le Christ en nous, le Bouddha en nous, ou le soi en nous. Et c'est un moment effectivement où la puissance spirituelle est maximale, parce que il y a cette inversion de cet effet de dépression, de descente, d'attristement, une inversion de ce mouvement vers un mouvement ascendant, c'est-à-dire bien que la nuit soit autour, on sait que ça y est, les jours commencent à remonter, et donc c'est une notion d'espoir, d'espérance, etc., qui va bien d'ailleurs avec le message du Christ, bien sûr, qui nous dit que même dans les pires circonstances, puisque lui il a vécu la crucifixion, on peut quand même rester dans un amour absolu, même si des fois il y a des moments de doute, tout ça. Donc ce moment est très privilégié pour faire des démarches spirituelles, c'est-à-dire jeûner par exemple. Or, notre civilisation occidentale en a fait un moment de fête de la renaissance de la dinde au marron. Voilà, à la place de la crèche, à la place du petit Jésus, on a mis une espèce de dinde fourrée au marron. Et du caviar, toutes sortes de trucs très très lourds. Et avec des bouteilles d'alcool, et avec tout ce qu'il faut pour bien s'alourdir, ce qui fait qu'en fait, on s'empoisonne le corps, alors que c'est le moment où le corps est le plus faible, puisqu'on est au cœur de l'hiver, et que justement, il n'a pas une grande résistance. Ce que veut dire cette énergie spirituelle qui remonte, c'est que malgré que le corps soit faible, on va se sentir remonter. Alors évidemment, on voit abondance de rhume, d'angine, de grippe et tout ça qui arrive à ce moment-là, puisque en fait, il n'y a pas pire poison que l'alcool, le sucre et la viande, qui sont les trois poisons principaux pour le corps. Bon, alors les gens vont dire, ah, il est rabat-joie à dire ça, bah oui, on est bien obligé, on est en famille. Non, non, il n'y a personne qui est obligé. C'est à vous de voir si vous pouvez vous avoir la certitude de vos convictions intérieures et refuser que des meurtres d'animaux soient à l'origine de ce qui est mis sur la table, que des drogues ou de l'alcool soient automatiquement le seul moyen de faire la fête, se réjouir. Il y a vraiment moyen de rigoler très très bien sans toutes ces substances qui amènent plutôt le lendemain une dépression plutôt qu'autre chose. C'est comme une bretelle, quoi. Plus vous tirez l'élastique loin, plus ça fait mal quand vous les lâchez. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous vous forcez à aller dans des fausses joies, des faux plaisirs, plus en fait la dépression est grande le lendemain. Et donc ça mène pas bien loin. Je me rappelle d'une copine qui était venue chez nous passer le 1er de l'an, et puis qui était surprise que bah il y avait aucune bouteille, rien. Enfin il y avait des bouteilles de jus de fruits, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas d'alcool, ni de pétard, ni quoi que ce soit, ni de poudre, rien qui circulait, quoi. On faisait ça zen. Et puis en partant, elle s'est dit, c'est incroyable, j'ai jamais autant rigolé de ma vie, alors qu'en fait, à chaque fois que j'ai passé le 1er de l'an, j'étais un peu pompette. Là, voilà, j'ai jamais autant rigolé de ma vie, et je me suis jamais senti bien après une fête comme ça, parce que justement, il n'y a aucune lourdeur, il y a aucune... Alors pour bien rigoler, évidemment, et se sentir bien, il faut que les charges émotionnelles soient libérées. Or, c'est ça le problème. Comme les Français n'ont pas fait assez de psychothérapie, n'ont pas fait assez de méditation et de spiritualité, bah, ils sont encore chargés, comme à l'origine de leur éducation, de tas de névroses, de problématiques d'enfance, qui n'ont pas été résolues assez tôt. Parce que plus on attend pour résoudre ces névroses, plus elles sont difficiles à faire sortir et à résoudre. Et évidemment, la fluidité, la liberté intérieure n'est pas au rendez-vous, ce qui explique le besoin de recourir à des artifices pour se charger le corps,
se sucrer se sucrer abondamment là, avec du sucre industriel qui est un vrai poison pour ressentir la douceur affective, l'alcool aussi. Vous savez que l'alcool c'est une drogue de l'affectif. Souvent c'est un peu la drogue qui sert à libérer, à dire les émotions qu'on n'ose pas dire. C'est une drogue désinhibante. J'insiste à dire que c'est une drogue. Hein. C'est pas. Les gens disent ah oui non, bah, tu peux pas quand même classer l'alcool dans une drogue. Si c'est une drogue bien sûr. Tout ce qui change le fonctionnement du système nerveux pour aboutir à une baisse de la vigilance, à une baisse de la présence du mental qui est tellement contrôlant, tellement interdisant des choses que bon ben dans l'Occident, hein, à cause de 20 siècles de religion, puis après d'une morale qui est pas tellement meilleure, qu'elle soit modifiée par soit des morales sociales, soit pour une morale où le féminisme qui dans ses excès maintenant aboutit à un petit peu empêcher certains hommes jeunes hommes ne savent plus comment se comporter vis-à-vis des femmes tellement ils en ont peur, ce qui n'aide pas évidemment les rencontres. Je parle pas de mecs qui sont empêchés de violer ou qui sont empêchés de faire n'importe quoi, ça c'est tant mieux, hein. Mais je parle de la généralisation d'une attitude presque agressive vis-à-vis de toute la gente masculine qui consiste à croire que ils sont tous des représentants du paternalisme sans avoir vérifié avant. Donc, alors que c'est pas vrai, en absolu. Donc ça c'est très important de voir que toutes ces nouvelles morales, ces nouveaux puritanismes entraînent évidemment une difficulté à se laisser aller. Donc bah, on va faire appel à la bouteille comme désinhibeur. Bon, ça c'était mon petit discours d'entrée parce que c'est très important que. Alors pour remplacer ça, vous avez le feu sacré aussi. Hein. Il y a par exemple Amma en Inde qui a fait pour Noël ou pour le premier de l'an qui fait une espèce de feu sacré avec des mantras et ça c'est une manière. Alors là bon, c'est pas pour rigoler là du coup, c'est vraiment quelque chose qui permet de poser des sankalpas comme ils disent, c'est-à-dire des vœux. On pose des vœux, on les met dans ce feu sacré et évidemment ça multiplie par 10 la puissance de ces vœux pour atteindre des objectifs qui sont louables et qui sont bons pour tous les êtres vivants. Voilà, donc ça c'est assez important à comprendre. Alors évidemment, le solstice d'hiver est passé et je n'ai pas fait les prévisions en 2025. Je pense que je le ferai pour la pleine lune, bien qu'on sera déjà bien avancé. À la pleine lune, on sera presque dans les événements les plus dramatiques de l'année qui vont plutôt être vers la mi-janvier, entre la mi-janvier et la fin janvier, et qui vont marquer en fait l'état dangereux dans lequel est notre planète. Mais bon, je me le réserve pour plus tard en espérant que je sois aidé pour le faire aussi, parce que je peux pas faire ça tout seul. J'ai besoin d'aide à cause de mon handicap et si je reçois pas cette aide, ben peut-être on n'aura pas cette année 2025. Vous l'aurez peut-être pas, je ne sais pas. Alors, en tout cas, juste pour revenir, bon, ben on avait vu donc ce que je voulais dire par rapport à ce sapin de Noël là, c'est des choses importantes, c'est-à-dire Amma nous dit que ce Noël nous inspire en nous efforçant d'apporter la paix et l'harmonie dans le monde qui est criblé de conflits, de discordes et de querelles. Voilà le mot d'Amma pour Noël. Pour le premier de l'an, elle fera un autre mot, mais c'est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est un peu ce que je disais pendant la dernière pleine lune. J'ai vraiment décrit le processus qui est en train d'avoir lieu et qui est vraiment essentiel parce qu'il joue sur l'orientation mentale de tout le monde sur la planète. C'est-à-dire que, alors évidemment, ceux qui ont des grands carrés en mutable sont plus spécialement concernés et donc sont invités, comme j'avais dit la dernière fois, à vérifier vraiment comment ils peuvent se comporter par rapport à la tendance qu'on a tous à mentir ou à se mentir. Alors on l'a plus ou moins, il y en a qui l'ont beaucoup, d'autres moins, bon ça faut voir, mais disons que la société, ce qu'on appelle la matrice, si vous voulez, c'est-à-dire les conditionnements systémiques qui sont organisés entre les individus, entre les blocs sociaux, les entreprises, les ONG, l'État, toutes les formes d'institutions, d'associations, jouent dans une espèce d'interaction. L'Internet augmente ces interactions d'ailleurs et les multiplie.
Et ces interactions multiples nous ont de plus en plus appris à être faux, à mentir, à ne pas dire vrai, à faire de la publicité plutôt que de la vraie parole. Et évidemment, ceux qui portent une vraie parole ou ceux qui apportent quelque chose d'essentiel pour l'humanité sont vus un petit peu comme des dinosaures, comme des gens qui ont rien compris, qui sont pas dans le coup, quoi. Ils sont pas, voilà. C'est des boomers, quoi. Ils ont pas compris qu'il faut tout le temps tricher, mentir et faire semblant d'être quelqu'un d'autre que l'on est, parce que sinon, on n'obtient pas l'oseille, quoi. Donc ça, c'est une grande illusion, et comme on est tous forgés comme ça, même ceux qui veulent y résister, il y a cette notion qu'en ce moment, c'est le moment de résoudre ça. Alors, cette nouvelle lune a lieu à 9,44 du Capricorne, donc la précédente était en Sagittaire, elle visait justement cet axe, ces grands carrés en simultable. Les simultables sont des signes dans lesquels on doit réfléchir, se remettre en question. C'est souvent, en gros, moi je dis cardinaux, c'est Brahma, Taureau c'est Vishnu, Gémeaux c'est Shiva. Brahma c'est le créateur, c'est ce qui crée les mondes, c'est l'impulsion un peu qu'on a dans le ventre à créer, à agir, à faire des choses, à bouger avec le corps. C'est un peu le ventre et dans sa fonction active sexuelle ou passive digestive. Mais c'est un endroit où toutes les énergies se croisent, hein, consommation d'énergie et production d'énergie. Et c'est l'endroit aussi qui commande, par le centre d'équilibre qu'est le hara, qui commande le mouvement des membres. Hein, quand vous courez, sautez, que vous vous déplacez, vous déplacez sans cesse le point d'équilibre qu'est le hara, qui est le centre de gravité de votre corps. Évidemment, c'est un centre énergétique aussi. Et donc, voilà, ça c'est les signes cardinaux qui commandent la volonté, le mouvement, cette espèce d'engagement dans la vie. Alors que les signes liés à Brahma, le créateur, les signes fixes, eux, sont ceux où l'énergie s'installe. Pour installer une énergie ou une pensée, il faut l'aimer. Plus vous aimez quelque chose, plus ça s'installe. Plus vous haïssez quelque chose, plus ça s'installe, mais du côté négatif de la force, du côté obscur de la force, comme dit le film Star Wars. Donc ça, faites attention aux émotions. Donc là, on monte dans le cœur, et le cœur est le plexus solaire quelque part. C'est l'endroit où va se travailler l'insistance qu'on a à partir d'une intention donnée dans les signes cardinaux, à la poursuivre, à avoir la persévérance, de la patience et à maintenir avec amour, avec constance, avec patience ce qu'on a commencé à faire de valable. Plus vous mettez de l'amour dans ce que vous faites, plus vous suivez ce que Pierre et Gérald, les deux éveillés de l'internet appellent l'élan du cœur. Plus vous suivez l'élan du cœur, c'est-à-dire ce que le cœur vous incite à installer, à mettre dans votre vie, plus évidemment il y a une puissance qui s'installe. C'est la puissance des signes fixes, c'est une puissance du cœur, une puissance de l'amour. C'est ces 4 signes fixes qui sont frontons des cathédrales, qui entourent la tête du Christ. Ce qui veut bien dire que voilà, c'est souvent le scorpion y est représenté. Enfin, il y a le taureau, il y a le lion. Après, le scorpion est représenté par sa partie supérieure, c'est-à-dire l'aigle. On pourrait dire le serpentaire ou l'aigle, et le Verseau est représenté par sa partie supérieure, c'est-à-dire le Verseau c'est l'humain libéré, mais dans sa partie supérieure c'est l'ange, quoi. C'est-à-dire que tout humain libéré devient un éveillé ou un être réalisé, qui est à ce moment-là un être humain incarné, donc avec un corps animal, puisque l'humain est un mammifère, un animal, quoi. Un mammifère, un grand primate, quoi. Mais par contre, pour un être réveillé, réalisé, il sort de la race humaine, quoi, qui est différente de la race des primates ou des autres mammifères, et en rentrant dans la race des anges dans un corps d'homme, d'humain, quoi. C'est-à-dire qu'il a la même conscience universelle, étalée, sans ego que l'ange, quoi, ou l'archange, ou les devas, vous direz les hindous, enfin bon, peu importe le nom, Deva et Dakini, comme disaient les Tibétains, tout ça c'est la même chose, hein, c'est ces forces invisibles qui nous aident à évoluer. Donc voilà pour les signes fixes, d'où leur côté spirituel très profond, mais aussi c'est les signes, comme ils sont là pour maintenir les choses, c'est les signes aussi où par la haine, la rancœur, les névroses mal digérées, on s'installe dans l'obsession, on s'installe dans l'erreur répétitive, et c'est vraiment les clients par excellence des thérapeutes, parce qu'ils mettent plus de temps que les autres à sortir le problème, parce qu'ils sont attachés à leurs opinions, à leur manière de faire, à leurs habitudes.
et du coup ils peuvent être extrêmement têtus, obstinés dans leur manière de voir. C'est-à-dire ils voudraient bien qu'on guérisse leurs problèmes névrotiques mais sans avoir à changer. Ce qui est strictement impossible, c'est très drôle, ça me fait rire, mais bon, c'est une telle absurdité, mais eux ils la voient pas l'absurdité, ils sont persuadés qu'on peut peut-être guérir, leur enlever leurs problèmes sans qu'ils aient eux à se changer eux-mêmes. Et oui, la bonne blague. Bon ben voilà, ça c'est les signes fixes, avec cette erreur un peu de... Ouais, cet esprit un peu qui peut devenir obtus à force de ne pas voir que, on est fait pour changer. Alors c'est quoi les signes de changement? C'est les signes justement de mutables qui sont liés. Alors là c'était Vishnu le conservateur, après c'est Shiva le destructeur. Alors le destructeur ça fait très peur, mais c'est celui qui détruit l'erreur, qui détruit l'illusion. L'illusion qui a été accumulée en signes fixes, ils sont là pour les détruire. Bon évidemment étant destructeur, on sait que dans le corps, le nombril, c'est celui qui fabrique l'énergie, le ventre fabrique l'énergie, le cœur la dispatche, la fait passer dans les relations, et la tête détruit l'énergie, parce qu'il n'y a rien de plus consommateur que de l'énergie que la pensée. Donc quand nous pensons trop, nous consommons énormément d'énergie. Alors trop, tout est relatif. Si nous pensons à bon escient que nous sommes créateurs de contenu intelligent, que nous faisons évoluer la conscience par notre mental, et qu'en plus nous ressourçons du point de vue de ce mental dans la méditation, c'est-à-dire dans le silence intérieur, évidemment tout le travail mental que nous faisons est hyper utile aux autres et fait avancer la conscience partout. Bon, d'un autre côté, si on agite son mental, qu'on est hyper agité, stressé, qu'on joue à des jeux vidéo, qu'on regarde sans arrêt des écrans et qu'on va à droite à gauche dans tous les sens, cette dispersion, cette agitation mentale entraîne une grande faiblesse, et parce que ça consomme énormément d'énergie pour peu de résultats dans ces cas-là. Parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'intention claire. Quelqu'un qui essaie de réfléchir au sens de sa vie sans savoir, sans voir vers où il va, quoi. Enfin, si on réfléchit au sens de sa vie, c'est pour voir vers où on va, mais justement, si on est sans arrêt en train de réfléchir au sens de sa vie sans jamais se fixer un premier objectif ou un deuxième, et puis de l'atteindre et puis d'en voir un autre, c'est le principe du Sagittaire, vous vous rappelez, évidemment, tous ces soucis, ces inquiétudes sur soi-même et sur sa voie, sur sa direction, n'étant pas soignés, on peut penser à Wild Oat en elixir floral pour ça. S'ils sont pas soignés, ils vont entraîner une grande dispersion des énergies mentales, et donc un grand affaiblissement et du mental et du tout le corps. Donc ça c'est très important à savoir, surtout pour ce mois-ci où il y a beaucoup de pensées, de discussions, d'échanges qui peuvent être problématiques parce que il est très important dans ce mois-ci de sortir de tous les mensonges quels qu'ils soient. En ce moment, l'humanité est en train de se séparer en deux, en fait. C'est une image que j'avais vue quand j'avais seulement 20 ans, donc c'était à tout début des années 80, fin des années 70, j'avais 20, 21, 22 par là, je sais plus trop l'âge, lors d'une expérience, enfin j'ai joué l'expérienceur très tôt, quoi, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et dans l'une de ces expériences, on va dire psychédéliques, j'ai une vision très très forte de la vie et de l'humanité, dans lequel on me montrait, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, c'est du côté médiumnique qui était déjà là et qui a été renforcé par la pratique de l'astrologie, parce que la médiumnité peut être un vrai problème dans le vécu. Bon bref, à travers cette médiumnité qui était à l'époque pas très maîtrisée, il m'a été montré à un moment donné dans l'humanité, un peu loin dans le futur. Bon, quand on a 20 ans, on trouve très loin dans le futur le fait d'arriver, comme moi maintenant, à 65 ans. Mais bon, bref, c'était, voilà, pour moi, oh là là, c'est loin ça. On n'arrive même pas à y penser tellement c'est improbable. Moi, je me voyais mourir avant, vu les problèmes d'allergie que j'avais, à cause d'une erreur de vaccination qui avait été faite, qui m'a posé d'énormes problèmes. Le BCG qui aurait jamais dû être donné et redonné. J'étais multi-allergique à l'époque et donc très très faible au niveau de ma capacité de santé. Heureusement, tout ça a été soigné par l'homéopathie, par des systèmes énergétiques, par NAET, par des tas de techniques qui permettent, en travaillant sur les énergies, d'annuler dans les mémoires du corps. Bref, dans ce moment où j'étais en très mauvaise santé, en utilisant la médiumnité avec des moyens pas très catholiques comme on dit pour rire, j'ai néanmoins eu la chance d'avoir une très grande vision et qui me montrait que dans quelques décennies, donc ça correspond à mon avis à peu près à maintenant, parce que c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que j'en ai jamais trop parlé,
il y aurait petit à petit une espèce d'ambiance de guerre qui arriverait, avec des destructions très graves, et des gens qui seraient transformés presque en animaux. C'est-à-dire qu'en fait, alors j'ai fait un dessin là-dessus, il faudra un jour que je vais mettre en présentation. C'est une espèce, il y avait une espèce de gorille, quoi, comme dans la planète des singes, qui était habillé en soldat américain, mais avec un équipement un peu futuriste. Alors il se trouve que cet événement, cet habillement futuriste que j'avais vu à l'époque, se retrouve être, à partir des années fin des années 90, l'équipement normal du soldat américain. La manière dont le casque est fait, la manière dont le fusil et mitrailleur est constitué, enfin tout ça. Donc c'est exactement cet équipage-là, cet équipement-là, que portait un espèce de gorille, ce qui voulait dire que, alors c'était imagé, c'était symbolique, c'est-à-dire que c'était pas des gorilles qui faisaient la guerre, hein, on n'est pas dans la planète des singes, mais c'était l'idée que pour faire la guerre, on transformait les cerveaux humains, on les conditionnait de manière qu'ils soient comme des cerveaux animaux, des cerveaux qui réagissent à la peur et à la violence, qui soient que là-dedans, compétition, peur, violence. Et une fois inscrits dans le cerveau, ces énergies-là restent et permettent d'avoir des guerriers efficaces qui sont prêts à tuer sans arrêt, de peur d'être tués. Donc, alors que bon, ça fait pas des résistants, quoi, à la guerre, ou des pacifistes qui sont capables de lever la crosse, dire je ne veux pas combattre. Donc donc voilà, on voyait cet animal-là qui était au milieu de champs de ruines. Alors c'est très marrant parce que les morceaux d'immeubles de plusieurs étages dont il restait qu'une façade écroulée ressemblent exactement aux images qu'on voit ou de la bande de Gaza ou de Beyrouth actuellement, par les bombardements, des espèces de façades tout d'un coup qui restent toutes seules avec les trous et des fenêtres debout au milieu des ruines. C'est exactement ça. Et donc ce soldat était là. Et il y avait une séparation de l'humanité en deux. Donc cette humanité-là, cette humanité qui obéit à la peur, à la violence, au mensonge, au conditionnement, et qui se retrouve obligée de combattre de manière très très agressive contre des événements qui viennent heurter. Et de l'autre côté, un être qui était un peu androgyne, qui était curieusement inspiré, alors qui dans son coin manifestait une hyperconscience, qu'on voyait autour de lui une hyperconscience qui se manifestait sous forme d'aura extrêmement bizarre, avec des fils qui partaient dans tous les sens, comme les chamans amérindiens le décrivent, hein, des espèces de fils d'énergie conscience, quoi, qui partaient, et il réussissait à créer une espèce de flou, de trouble, qui faisait qu'il n'était pas atteint par la violence et la guerre. Il pouvait rester momentanément à l'abri, comme si son type de conscience lui permettait de se mettre un peu à l'écart, loin de cette guerre, bien qu'elle soit très proche de lui quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il en subissait certaines conséquences matérielles, mais qu'il n'était pas abîmé au niveau de sa sérénité méditative dans son espace de clarification perpétuelle, d'amour, conscience, vie qui se déployait. Voilà, cette image m'a beaucoup marqué, et je me suis dit, tiens, un jour on verra cette séparation qui se fait. Bon, pour que cette séparation se fasse, il faut que certains aspects soient là. Et là, l'aspect qui est là, il est là, ça y est. Bon, en France, au 30 décembre, alors je vous donne la date quand même, c'est le 30 décembre 2024 qu'a lieu la nouvelle lune, donc c'est lundi soir, à 22h27 TU, c'est-à-dire à 23h27 heure normale d'Europe. Bon, 22h27 TU, c'est pour ceux qui sont dans d'autres pays. Alors, ça sera très particulièrement fort pour la France. J'ai le thème à Nantes aussi qui est curieux, parce que à Nantes c'est encore plus fort. C'est comme si dans l'ouest de la France, cet aspect semble encore plus puissant. Pour ceux qui habitent dans la région, Rennes, Nantes, Lorient, Saint-Brieuc, enfin voilà, toute cette partie, il y a vraiment une orientation du thème qui est plus puissante, on va dire. Et ce thème, c'est celui que j'avais déjà décrit la dernière fois pour la pleine lune, c'est-à-dire une espèce de carré entre Apollon, Mercure, Saturne et Jupiter. Alors la dernière fois c'était Apollon, Mercure, Lune, Saturne et Jupiter. Là c'est Apollon, Mercure,
Saturne et Jupiter. Saturne est rejoint par Nessus, Apollon est rejoint par Orcus sur l'axe horizontal, pour Vierge et Poisson. C'est un ascendant sur Apollon. Alors, je rappelle qu'Apollon, c'est une planète que j'ai découvert par de multiples calculs scientifiques et qui gravite très très loin, puisque son cycle complet est de plus de 600 ans. J'espère que j'aurai le temps d'écrire un livre sur cette planète et comment elle fonctionne, et que donc il est très possible qu'elle soit découverte, qu'elle soit assez petite, que ce soit une espèce d'astéroïde, mais il est hyper important pour notre époque. Ce n'est pas celui qui est décrit comme Apollon, qui est un petit caillou entre Mars et Jupiter. Ça, ils ont donné tous les noms possibles de divinités de toutes sortes, y compris maintenant des noms d'objets ou d'hommes célèbres ou ça, d'hommes, de femmes célèbres à ces cailloux, parce qu'il y en a tellement, le nombre augmente sans cesse. On croyait qu'il y en avait 1000, après on a vu qu'il y en avait 2000, 3000, 5000, on doit être rendu à 6000, 7000. Si on n'arrête pas la grosseur d'un de ces petits planétoïdes ou astéroïdes, et puis après qui est la différence avec un caillou, si on ne donne pas de limite, évidemment il y en a sûrement des millions qui sont pas encore agrégés. Donc on rentre là-dedans dans une dissociation de la conscience qui me fait dire qu'en fait il faut rester sur la découverte de ces astéroïdes au niveau des premières découvertes, bien qu'on puisse utiliser comme les piments ou les assaisonnements dans un plat. Vous n'allez pas assaisonner un plat de sel avec du poivre et manger ça. Il faut qu'il y ait un plat de résistance en dessous. Bon, les astéroïdes, c'est pareil, c'est un assaisonnement. Il y a des assaisonnements principaux, hein. On pourrait penser, je sais pas, l'huile, le sel, par exemple, qui sont les trucs de base. Donc là, on peut penser à Cérès, et puis aux 3 suivantes qui ont été découvertes juste après, c'est-à-dire Vesta, Junon et Pallas, qui sont vraiment les 4 grands astéroïdes qui gravitent entre Mars et Jupiter. Bon, après je rajoute Psyché, on peut rajouter d'autres astéroïdes, Eros, tout ça, qui sont très intéressants, mais c'est juste c'est juste au choix de l'astrologue, et ça reste des condiments, des piments, des petits assaisonnements, du curry ou du curcuma que vous pouvez rajouter par-dessus. Ce n'est pas ça ça donne du goût au plat, ça donne du goût à l'interprétation astrologique, évidemment, ça lui permet d'être assez fine, mais en aucun cas on ne peut s'appuyer que là-dessus pour donner trop d'importance. C'est comme dans un orchestre, le triangle, c'est pas le violon principal, ni le piano principal, c'est le triangle, quoi. Donc ça, évidemment, il a sa place dans l'orchestre, mais ce n'est pas, encore une fois, celui qui va mener l'orchestration. Voilà, donc faut bien se rappeler de cette métaphore que je viens de faire, parce que elle permet de relativiser, et d'arrêter le combat stupide entre ceux qui veulent pas du tout mettre d'astéroïdes, parce que bon, les planètes traditionnelles, jamais on a utilisé ça, c'est des cailloux, il faut utiliser ce que les anciens utilisaient. Le côté un peu traditionnaliste qui moi m'énerve un peu, parce que si on découvre des trucs avec l'astronomie, c'est qu'on en a besoin aussi. Et puis le débat inverse, toujours pareil, le pendule qui part complètement dans l'autre sens, et ceux qui sont capables qui sont tout fiers de collectionner des cailloux pour les placer n'importe où dans le thème, en disant ah oui, c'est normal que ce soit passé ça après coup, puisque il y avait l'astéroïde qui est catastrophe dans mon jardin, qui s'appelle catastrophe dans mon jardin, qui est juste arrivé au moment où catastrophe dans mon jardin passait sur mon soleil. Ouais, bon. Évidemment, si vous faites l'interprétation après coup, ça marche très très bien. Si vous essayez de faire l'interprétation avant, comme moi j'essaye de faire, ça marche plus du tout. Donc c'est bien la preuve que c'est pas un outil astrologique qu'il faut utiliser comme ça. Mais l'utiliser, oui, mais pas comme ça. Donc il faut une grande structuration des outils avant. C'est ce que j'enseigne dans l'astrologie universelle de l'imitation, une espèce de système de multistructuration à 4 niveaux. La roue de médecine d'abord, les domiciles d'exaltation ensuite, l'ordre cosmique des cycles ensuite, et l'arbre des niveaux de conscience, ou arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, donc ces quatre mandalas peuvent permettre, par une hyperstructuration d'astrologie, de plonger dans le mandala qui est un zodiaque ou un thème astral de manière totalement nouvelle et complètement inspirée. Plus on est structuré, plus on peut aller loin dans l'infini, parce que en se donnant des limites à la vision gratuite, un peu inspirée certes, mais aussi très flottante du neptunien,
on peut, en rajoutant une rigueur saturnienne et une inspiration uranienne, avoir toutes les facultés de l'astrologue en place. Saturne, Uranus, Neptune. Comme disait Nietzsche, le chameau, le lion et l'enfant. Relisez ça dans Ainsi parlait Zarathustra, vous comprendrez ce que je veux dire avec Saturne, Uranus et Neptune. Voilà, ça c'est les points nécessaires pour évoluer. Donc voilà, donc je reviens un peu à mes moutons au sens que bon voilà, on a ce grand carré immutable qui devient très puissant et je rappelle qu'avec Apollon l'ascendant, cette planète que j'ai découverte, eh bien ça nous parle puisqu'il est en Vierge actuellement, ça nous parle depuis environ plus d'une vingtaine d'années, donc à la fin des années 90, il est rentré en Vierge en 93 à peu près. Et donc ça nous parle de la transformation, 92 exactement d'ailleurs je crois, congrès de Rio, quoi, où on commence à prendre conscience que la planète Terre n'est pas simplement un support pour faire nos bêtises, extraire, produire, arracher à la terre tout ce qui est coupé, les forêts, tout ça. C'est pas simplement une production, des richesses à notre disposition, mais que nous sommes des parties de cette vie, nous sommes des parties de cette nature. Donc il n'y a pas la nature et nous sommes la nature. Et puisque nous sommes la nature, si nous lui faisons du mal, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Et ça, ce message est arrivé au début de l'Apollon Vierge, mais il n'a toujours pas pénétré. Parce qu'Apollon est très très loin aussi, il faut dire. Les gens qui comprennent Apollon ont déjà bourlingué et avancé pas mal au niveau spirituel, quoi. Ils ont déjà compris pas mal de choses. Néanmoins, Apollon peut être vu comme le message du Christ ou du Bouddha, hein, ou du Krishna, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous lisez des textes sacrés, des enseignements sacrés de l'Inde ancienne, ou vous lisez correctement les évangiles en remplaçant à chaque fois le mot royaume des cieux par conscience, hein, le royaume de la conscience. Et donc le père par le principe de Shiva, c'est-à-dire le principe du soi, de la conscience pure, du dharmakaya comme disent les bouddhistes. Et voilà. Et si vous remplacez certains mots comme ça pour que ce soit très très clair, parce que c'était un langage imagé que à l'époque Jésus utilisait parce que les gens le comprenaient, mais là maintenant on n'est pas obligé d'utiliser encore des termes aussi paternalistes, alors qu'en fait ce qu'il veut dire c'est que évidemment on doit obéir à la loi divine, non pas comme un papa genre Jéhovah qui vient nous dire fais ci, fais ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça, mais parce que ces lois, comme la loi de la gravité, sont inscrites dans la réalité de ce monde, et que si on essaye d'aller contre, ben on se plante, quoi. Je veux dire, même un avion qui vole, il va pas contre la loi de la gravité, sinon il volerait pas. Il se sert de la loi de gravité et de la loi de la vitesse et de la propulsion des fluides comme l'air pour voler. Donc c'est la connaissance de ces lois et l'adaptation à ces lois, donc l'obéissance à ces lois, qui ne sont pas des lois papa, qui sont des lois, qui sont la réalité, qui sont les lignes de force de la réalité auxquelles on doit arriver à intégrer et à se soumettre intelligemment, ce qui donne la vraie liberté, puisque l'insoumission à des pouvoirs faux, abusifs et mensongers, évidemment, elle consiste à elle est valable que si justement c'est au nom de ces lois du vrai, du beau, du bon, du vrai, du juste, tout ça, et de l'utile. C'est au nom de ces valeurs vraies, de ces grandes lois qu'on peut lutter, qu'on peut s'insoumettre aux faux maîtres que sont les politiques et les politiciens, tout ça, qui nous trompent profondément, parce que de toute façon, s'ils nous trompaient pas, on voterait pas pour eux. C'est bien ça qu'il faut comprendre, hein. Je veux dire, je pense à Governatori qui avait créé la France en Action, qui était un écolo qui pouvait réunir tout le monde sous sa coupe, parce qu'il avait une vision très très juste, aussi bien au niveau politique, économique. Alors certains disaient oui, c'est un écologiste de droite, oui, ouais. Bon, il n'était pas si de droite que ça. Il essayait de joindre, en fait, il avait trouvé la même bonne idée que Macron, mais moins l'hypocrisie, quoi, avec une authenticité totale, avec l'écologie en plus. Bon, voilà, il a dit la vérité de ce qui se passait, de ce qu'il fallait faire pour avancer l'écologie, les sacrifices qu'il faudrait faire, tout ça. Comme il a dit la vérité, il n'a pas été élu, il a jamais monté. Il faut bien comprendre que là où en sont la plupart des gens, c'est le mensonge qui marche et non pas la vérité. C'est pour ça qu'on a les pires menteurs au pouvoir. C'est nous qui les avons mis au pouvoir parce qu'on ne supporte pas la vérité. Dans ce que je viens de dire sur sucre, alcool et viande, c'est très insupportable à entendre parce qu'on a l'impression que je serais, en disant ça, moraliste ou que je voudrais culpabiliser les gens, mais pas du tout. C'est la réalité des lois divines. Le corps fonctionne comme ça.
le corps humain ne mangeait plus de viande pendant un an. Bon, ne mangez plus de carottes pendant un an, vous remangez des carottes, ouh là là, qu'est-ce que c'est bon, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des carottes, ça fait plaisir. Voilà, peu importe, vous prenez n'importe quoi de naturel, vivant et fourni directement par les végétaux de la nature, ça fait ça. Maintenant, vous ne mangez plus de viande du tout pendant un an. Vous remangez au bout d'un an de la viande, vous allez être malade. Parce que ce n'est pas adapté au corps humain. C'est quelque chose qui est très, très intoxiquant. C'est pareil au niveau des sucreries. Si vous mangez des sucreries tous les jours, vous allez dire, ah oui, ça me plaît bien, ça me fait pas de mal. Oui, vous deviendrez obèse petit à petit, malade, grippé, tout ce que vous voulez. Mais à part ça, ça fait pas de mal. Vous voyez comment on aime se mentir, en fait, pour ne pas voir la vérité en face. Parce que, alors, quand on voit la vérité en face, ça donne ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Faut voir qu'Apollon étant conjoint à Orcus, il y a une négativité à voir ce qui se passe sur la planète. Plus on voit ce qui se passe sur la planète, plus on voit ce qui va mal, plus on voit que les politiques sont pas du tout en train d'aller dans la bonne direction. Au contraire, ils vont exactement la direction inverse pour nous précipiter de plus en plus rapidement vers le mur qui nous attend, le mur de la réalité écologique de cette planète. Et donc, qu'est-ce que ça crée? On pourrait voir le mélange Orcus-Apollon qui sont rétrogrades, là où ils sont à peu près, vu que ils commencent à devenir rétrogrades parce que le soleil passe dans va passer dans la zone de l'hiver, et que la Vierge est un signe d'été. Eh bien, étant rétrograde, et il nous demande à réfléchir à l'éco-anxiété. Alors, ah oui, alors on dit, oh, ben, faut pas être dans l'éco-anxiété, c'est pas marrant, quoi. En fait, l'éco-anxiété, c'est pas une maladie. C'est la réaction du corps à la maladie. C'est comme quand vous avez la fièvre, c'est ça qui est chargé de détruire les microbes qui sinon risquent de vous faire mourir. Donc l'éco-anxiété, c'est le signe d'une bonne santé du corps social, quoi. C'est-à-dire que les gens qui ressentent cette éco-anxiété, c'est ceux qui ont un niveau de conscience globale plus élevé, plus grand, plus étendu, plus conscient des interactions globales, politiques, sociologiques, économiques et écologiques. C'est ceux qui voient ça globalement. Alors ceux-là, ils se disent, oh là 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 là, c'est mal barré. Donc, c'est les mêmes qui peuvent encore sauver la Terre. Parce que ce sont leurs solutions, et ce qu'ils vont proposer, qui vont vraiment être les plus sensés, les moins imbéciles, si vous voulez le dire autrement, pour qu'on puisse faire une société qui est dans la bonne direction, qui va pas forcément tout chambouler, mais qui va chambouler une grande partie de ce qui est nécessaire de chambouler, sinon, voilà, on va droit dans le mur. Alors évidemment, ce qui s'oppose à ça, c'est des gens qui disent « Oh là là, c'est flippant, oh ça m'angoisse ». Alors à ce moment-là, on a ce qu'on appelle la normose, c'est-à-dire qui est une maladie, hein, mais c'est une maladie des gens normaux. C'est-à-dire qu'en fait, elle se voit pas comme maladie parce que tout le monde l'a. Donc on a l'impression, c'est comme dans un asile de fous où tout le monde est fou, non, il n'y a pas de fou, plus personne n'est fou. Donc la normose, c'est contrairement à la psychose, qui est la folie. Alors, dans le névrosé voit qu'il a un problème et essaye de le résoudre. Le psychosé ne voit plus qu'il a un problème et il l'attribue uniquement aux autres. Et donc, lui, il n'est pas fou, c'est les autres qui sont fous. Donc, évidemment, là, la guérison devient très très dure. Il faut faire gaffe de ne pas passer la frontière entre les deux et savoir reconnaître quand on est dans une névrose. Parce que sinon, c'est un peu gênant. Donc, le névrosé va demander à être soigné et chercher des thérapeutes. Il peut changer de thérapie, aller voir l'autre, petit à petit se centrer sur une thérapie qui lui permet vraiment d'approfondir son problème avec les méthodes qui lui conviennent le mieux et avec les personnes qui lui conviennent le mieux. Par contre, le psychosé, souvent, c'est la société ou les autres qui vont demander à ce qu'il soit soigné parce que lui, il veut pas soigner puisque c'est les autres qui sont fous et pas lui. Voilà. Alors, le normosé, ça ressemble un peu à une forme de psychose, c'est une psychose collective. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire les gens normaux se réchauffent leur conscience entre eux en pensant que c'est la manière qu'ils pensent est bonne puisque les autres pensent pareil. Donc ce qui fait des énormes groupes, des partis, des amoncellements de médias qui disent la même chose, ce qu'on appelle les médias mainstream, hein, le fleuve central de la normose. Et donc quand on est là-dedans, on a très très peur d'une peur, comme les psychosés ont très peur de ceux qui peuvent leur dire mais attention, t'as un problème. À ce moment-là, cette personne devient leur ennemi et ils peuvent devenir violents vis-à-vis de lui. Tous ceux qui ont travaillé en Asie psychiatrique ou avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques, ce qui est mon cas, j'ai travaillé un peu là-dedans, savent bien que faut être assez doux
et tempérant tout en étant très très ferme avec ce type de personnes, parce qu'ils peuvent très bien passer dans des violences complètement délirantes si on ne fait pas attention. Et donc les gens normaux sont pareils. C'est ce qui explique le fascisme, le nazisme, comment des gens ont pu en meute entière se précipiter pour massacrer des peuples entiers, que ce soit les juifs, les tziganes, les noirs, enfin tous les astrologues d'ailleurs, et aussi ils y passaient, les francs-maçons, enfin tous ceux qui pensaient différemment du nazisme, ils sont passés. Ils n'ont pas pu tuer les chrétiens, ça serait venu après, mais ils étaient trop nombreux, puisque c'était un pays chrétien, donc ils ont fait semblant mais ils ont invité les prêtres à porter des croix gammées en plus de la croix du Christ, que d'ailleurs beaucoup de prêtres ont fait en Allemagne, ce qui est quand même assez dingue. Donc la normose nous dit, il faut, pour Noël, il faut une distraction, faut pas être dans les coinciers, il faut une distraction insouciante. Et donc il faut faire la fête pour plus y penser, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Évidemment, à ce moment-là, on se retrouve affilié ce que j'appelle les 3B, hein, les 3B comme Bacchus, hein, c'est-à-dire les 3B, c'est bouffer, baiser et boire, tout simplement, plus Bolloré, on pourra agiter, puisqu'il y a comme les 3 mousquetaires qui sont 4, c'est les 4 mousquetaires à la beaufitude, les 3B plus Bolloré. Et là, ça donne une idée, ça rappelle les danses macabres au Moyen-Âge, pendant les pestes du Moyen-Âge, il y avait des gens qui voulaient pas voir tous ces morts, et donc ils s'enivraient et puis ils dansaient avec quelquefois avec des cadavres. Ils connaissaient pas la contagion, donc ils prenaient un cadavre et puis ils dansaient avec, en le secouant, en rigolant très fort, pour chasser la peur énorme que leur créait. Évidemment, ils tombaient malades après, puisqu'ils avaient été contaminés. En fait, cette normose de la distraction permanente, insouciante, où on se déresponsabilise totalement, en fait, c'est une maladie mortelle. C'est la maladie mortelle de la déresponsabilisation totale, c'est-à-dire une déresponsabilisation qui est individualiste, c'est le feu, hein, c'est-à-dire que c'est chacun pour soi, et contre tous en particulier. C'est une déresponsabilisation jeuniste, c'est-à-dire on est simplement dans l'idée faut rester jeune, on fait semblant d'être jeune, comme si la jeunesse contenait en elle-même un secret de vie, alors qu'en fait c'est juste un état biologique. Rimbaud disait, je ne permettrai jamais à personne que dire 20 ans est le plus bel âge de la vie. Ok, je crois que c'est Rimbaud, je suis pas sûr. Hein. Si vous découvrez que c'est pas Rimbaud, vous me le mettrez en petite note en dessous. Voilà. Donc le jeunisme, qui est une espèce de maladie, on voit ces jeunes mères avec leur grande fille qui a 19 ans qui s'habille exactement pareil pour paraître ce qu'elles ne sont plus. Et c'est-à-dire on veut plus assumer son âge comme si l'âge était une tare, alors qu'en fait l'âge c'est le moment où vient le plus d'intelligence, le plus de conscience, et ça arrivera à tout le monde, y compris les jeunes. Moi aussi j'étais jeune, je vois très bien que pour rien au monde je reviendrai 40 ans en arrière pour penser encore les bêtises que je pensais à cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, on dit tout, on ne sait pas, on croit savoir et on a une espèce d'arrogance assez pénible, mais on veut changer le monde, mais ce qui est très bien d'ailleurs, mais on n'est pas capable de se changer soi-même parce qu'on n'a pas encore compris comment fonctionne le monde. On a juste une impulsion. C'est la fameuse proverbe qui est tout à fait valable. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Oui, si jeunesse savait, avec l'impulsion qu'ils ont à changer les choses, ils les changeraient dans le bon sens et pas en faisant n'importe quoi. Et si vieillesse pouvait, la sagesse qui est quelquefois accumulée par les vieux, de moins en moins, parce que maintenant il y a beaucoup de vieux cons, parce que quand on a été con dans sa vie, on peut pas devenir magiquement sage et serein et profond quand on atteint les 80 ans. Hein. Ça, il y a pas photo. On devient ce qu'on a semé, hein, en amont. Mais disons que si on devient sage, évidemment, ceux qui sont plus âgés et sages sont les ferments, les fertilisants des nouvelles récoltes du futur. Hein. Et si on oublie de mettre ce fertilisant qui est pas chimique, qui est celui de la sagesse, évidemment les récoltes seront moins bonnes. Alors donc, une déresponsabilisation individualiste, feu, jeuniste, air, hédoniste, c'est l'eau. C'est l'idée que, puisque de toute façon, il n'y a pas d'âme, donc il n'y a pas de relation à l'eau du cœur, à l'eau de l'âme, au fait que plus on donne avec amour, plus on reçoit. Le cœur, c'est l'inverse du portefeuille. Plus vous donnez avec votre portefeuille, plus il se vide. Plus vous donnez avec le cœur, plus il se remplit. Donc plus vous devenez riche intérieurement, une espèce de vision spirituelle de plus en plus grande.
Donc la générosité est ce qui est le plus beau dans la vie, parce que et l'hédonisme est exactement l'inverse. Alors faut pas confondre l'hédonisme avec Épicure. Hein. L'épicurien, je rappelle que dans Épicure, il conseille le jeûne, le végétarisme et tout ça. C'est-à-dire que on prend plaisir profondément. Voilà, carpe diem, on goûte à chaque fois le plaisir qu'il y a à manger, à prendre le soleil, on profite de chaque instant, mais dans un sens sans excès, sans exagération. C'est pas l'excès, profiter, ce n'est pas exagérer, ou c'est pas l'hubris qui est lié à la planète Bacchus. C'est au contraire être totalement présent, totalement conscient du plaisir quand il est là, de goûter la paix, la beauté qu'il y a dans la nature, qu'il y a autour de soi, dans l'être à côté de nous, qui vit à côté de nous. C'est simplement l'admiration gratuite. Alors ça, c'est pas l'hédonisme. L'hédonisme, c'est au contraire une recherche du plaisir pour le plaisir. On a tellement rien dans la vie, on est tellement malheureux qu'on n'a plus que le sexe ou la bouffe ou la boisson pour s'exciter et pour s'imaginer grappiller un peu de plaisir dans un monde qui est de plus en plus froid et gris. Donc l'hédonisme, c'est une grande tristesse, c'est une espèce de décadence de l'esprit de plaisir. Le véritable plaisir est un plaisir total. Ça fait penser aux travaux de Reich sur l'orgasme, avec les sept chakras qui sont les 7 cuirasses, c'est-à-dire les 7 anneaux de Reich qui sont des anneaux cuirassés, qui sont comme une chenille, des espèces de blocages, qui sont comme des cercles qui enserrent le corps depuis l'anneau pelvien jusqu'à l'anneau du crâne, et qui correspondent, qui sont bizarrement exactement en face des 7 chakras, et qui sont des contractions musculaires extrêmement puissantes, qui sont dues à des blocages émotionnels. Et Raj disait que dans l'orgasme total, il y a, alors c'est la condition en amont, mais c'est en même temps c'est le résultat. C'est-à-dire que un orgasme très puissant peut déclencher un déblocage de certains de ces anneaux. À ce moment-là, il y a circulation d'énergie très très forte qui nous dépasse, qui nous crée une espèce de surventilation très forte qui va vraiment libérer ou des pleurs ou des rires, hein, ça dépend, et qui sont inextinguibles, qui sont une espèce de vidage de contenu, qui sont aussi une expression de la joie profonde de l'être. Et puis, et par contre, si vous libérez ces nœuds, ces anneaux de blocage, si vous les libérez par des psychothérapies, en comprenant que c'est votre intention de les libérer, hein. Si vous voulez pas les libérer, évidemment, ils restent, mais si vous voulez les libérer, c'est pas gagné, mais au moins vous êtes dans la bonne direction, vous commencez à le faire. À ce moment-là, en se libérant, ces anneaux débloquent certains chakras. Et ça, c'est le lot de tout le monde. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un, enfin si, ça existe, mais c'est hyper rare, des gens qui arrivent en incarnation et qui ont déjà ces nœuds qui sont débloqués, quoi. Enfin, il y en a de plus en plus, puisque on sait qu'il y a une flopée d'enfants indigos qui sont nés dans les années 90. Et ceux qui sont les plus conscients sont justement très anxieux et très éco-responsables, et ils sont en même temps en train de rechercher la conscience par la méditation, par la recherche d'états de conscience profond, libre, réellement libre. Donc voilà pour l'hédonisme, qui est une espèce de tromperie généralisée qui va permettre en terre le consumérisme qui est une forme de responsabilisation aussi. J'ai besoin de ça, j'ai envie de consommer, je prends ce que je veux, que ce soit des avions, des produits qui viennent de très très loin, et voilà. Alors on peut avoir une vision que en prenant un produit bio qui vient de très très loin, des bananes bio, moi j'en mange des bananes bio, donc voilà, et ça fait vivre les Antilles ou des pays comme ça, quoi, que ils ont tellement arrosés de chlordécone, tout ça, qu'il y a très peu d'endroits qui sont encore bio. Mais enfin bref, on peut faire vivre d'autres départements dits français, puisqu'ils sont quand même français, du coup, comme résidu de notre colonialisme, dont ils sont maintenant un peu plus contents qu'avant, parce que maintenant il est venu un humanisme par-dessus qui leur permet de plus être les esclaves des colons. Et il y a beaucoup qui ont pu, bien qu'ils demandent une certaine autonomie, ils ont de moins en moins envie d'une indépendance totale, parce que on voit le rapport entre Mayotte et les Comores, comment les Comores sont, pour exactement les mêmes conditions géographiques, il y a une pauvreté totale aux Comores, une dictature, alors que à Mayotte, bien qu'il y ait un colonialisme encore très très présent, il y a quand même un niveau de vie qui est environ 4 fois supérieur, même si c'est le plus pauvre des départements français, hein, le plus pauvre, et de loin. Donc, les causes actuelles de la souffrance à venir sont maintenant, c'est ce que nous dit le Bouddha. Le Bouddha nous dit, si on déresponsabilise, ça veut dire qu'on ne veut pas voir que les causes, que ces 4 causes, individualisme, jeunisme, hédonisme,
consumérisme, et puis même le scientisme, on pourrait rajouter comme manière de voir la connaissance globale de tout ça par la science, le scientisme qui n'est pas la scientificité, qui n'est pas la méthode scientifique, qui est de faire de la science la nouvelle religion pour remplacer toutes les autres. Or, elle peut pas faire ça, parce qu'elle n'en est pas capable, c'est pas un message de lumière, c'est un message qui est fait pour la matière. Un message pour la matière ne peut pas devenir un message de lumière. Lumière et matière sont en interpénétration constante à travers la vie biologique. Un être humain, c'est quelqu'un qui est une lumière, qui vit dans des cellules biologiques, corporelles. Donc, ce mélange est comment dire, indissociable, sauf il se dissocie à la mort, évidemment, la mort physique. Mais si on croit qu'on n'est que des corps matériels, ben on se plante. Et si on croit qu'on est des âmes pures, on se plante aussi. Donc, il faut pouvoir voir le tout ensemble. Et le scientisme est une grande erreur parce qu'il peut amener une civilisation de fourmilière à la manière des Chinois, que ce que les Chinois sont en train de construire. Bon, ils vont peut-être pas y arriver complètement à la construire, parce que faut toujours avoir confiance dans l'être humain qui finit toujours par se révolter contre ce qu'on veut lui imposer d'excessif, quoi. Donc, le Bouddha nous dit, la souffrance, c'est pas la peine de s'en plaindre, puisque de toute façon, on peut pas la changer. Elle a ses causes en amont. Par contre, si on s'attaque aux causes de la souffrance, si on enlève les causes, alors on obtiendra une suppression des souffrances à venir. Donc, pour les causes actuelles de la souffrance à venir, elles ne sont pas vues. Elles sont pas vues assez. C'est-à-dire que, et donc elles sont pas travaillées forcément correctement, puisque si on refuse de les voir, on travaille pas sur ce qu'on voit pas, ça c'est évident. Donc, et pourquoi elles sont pas vues? Parce qu'elles sont pas acceptées comme vraies. C'est-à-dire, on préfère douter parce que ça nous arrange pas. Le sucre rend obèse, par exemple. Ah bah oui, mais ça c'est une vérité, ça m'arrange pas. Alors je vais essayer de chercher, bah oui, je connais un tel, il mange beaucoup de sucre, il est pas... Oui, mais on va prendre l'exemple, mais si vous regardez les Américains qui sont biberonnés au Coca-Cola depuis leur enfance, il y a 40% d'obèses, et plus Coca-Cola augmente ses ventes, plus il y a d'obèses. Donc il y a un lien de cause à effet direct, mais c'est pas les lobbies qui va vous l'expliquer, évidemment. Donc c'est grâce aux intox des lobbies qu'on se retrouve à douter profondément de vérités vraies qui sont... et qu'on va pas les accepter. Par exemple, on va manger la dinde. Foie gras, oui. Ah bah oui, mais maintenant, ils les torturent moins, ils sont plus gentils avec eux. Oui, vous voyez n'importe quel film de L214 sur le gavage des oies ou sur les abattages des porcs ou des vaches ou tout ça dans les abattoirs, pour savoir que c'est pas du tout une exception, c'est la règle, que c'est une horreur. Ce sont des camps de concentration pour animaux avec des tortures horribles, et cet état de fait. Ah oui, mais en bio ils sont plus gentils, ils les tuent plus gentiment. En plus c'est pas vrai, et ils sont élevés plus gentiment, mais ils sont tués pareil. En quoi mais c'est simple à comprendre. Imaginez qu'on vous parle, que ce sont des nazis qui vous parlent, et que vous dites ah bah oui, maintenant on a mis une nouvelle méthode pour tuer les juifs. Bon, on les endort avant de les mettre dans la chambre à gaz. Ah super, c'est très gentil, c'est vachement bien. Bah comme ça va mieux. Ah ça me rassure. Non, vous imaginez, bon, voilà, c'est ça. On n'arrive pas à prendre conscience de l'énorme meurtre d'animaux qu'on fait pour ces soi-disant fêtes. C'est l'adoration du veau d'or, quoi, en fait, dont Moïse parlait. On se trompe d'adoration. Donc les lobbies nous amènent à cette. Alors, ils créent un doute. Leur intox consiste à créer un doute sceptique qui est scientifique, mais non. En fait, il crée la suspicion, une suspicion paranoïaque. Et c'est-à-dire qu'en fait, à force de ne pas croire où est le vrai, où est le faux, on tombe dans une espèce de paranoïa, de peur. Les émotions négatives augmentent parce que on confond le doute sceptique scientifique, qui est une manière de regarder, et puis une fois qu'on a fait la preuve, on avance. Eh ben, ils font tellement de fake science, de fausses démonstrations. Ils planquent les études qui démontrent des choses, et puis ils en amènent d'autres qui multiplient à l'infini et qui sont la même étude fausse. Ce qui fait que cette fausse science crée une espèce de paranoïa qui a donné, pendant l'épisode du Covid, le fameux complotisme qui a ses sources dans des complots existants, bien sûr, mais qui est une exagération psychologique du fait qu'on n'est pas capable d'assumer, tellement ça nous fait peur, tellement ça nous crée une paranoïa, on n'est pas capable d'assumer le fait qu'il y a des gens qui nous trompent en profondeur. On n'arrive pas à l'assumer en voyant les causes. On est paniqué, et on va voir à ce moment-là un système complètement pervers, totalement affreusement destructeur, ce qu'il est en partie, hein, je ne le nie pas, enfin vous l'avez compris depuis que vous suivez
mes petites analyses, mais l'exagération, quand on s'empêche de voir la complexité des interactions qui font que n'importe quel petit bonhomme qui veut gagner sa vie et qui travaille dans n'importe quelle usine est en train de participer au système, tout simplement parce qu'il veut nourrir sa femme et ses enfants. Et il est en train de se raconter que ce qu'il fait, mettons qu'il fabrique un petit écrou dans une, on va prendre exprès une usine de bombes, il se dit bon ben voilà, moi c'est pas moi qui lance la bombe, je suis juste en train de mettre les écrous, il faut bien que quelqu'un le fasse, et puis c'est pour notre défense, si jamais on est attaqué par Poutine, il faut bien que, bon voilà, alors l'autre qui va le vendre va dire bah oui il faut bien les vendre parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se défendre, c'est pas moi qui les lance, et puis celui qui les lance il va dire bah c'est pas de ma faute puisque je suis victime de leur terrorisme ou de leur attaque. Regardez Poutine, il est vraiment victime de l'espèce de racisme imaginaire des Ukrainiens contre les Russes dans les endroits où il avait excité les Russes pour réclamer leur indépendance. Alors, c'est assez incroyable. À chaque fois, les gens qui sont des bourreaux se prennent pour des victimes en premier. Et grâce au fait qu'ils se prennent pour des victimes, ils justifient tout ce qu'ils font en tant que bourreaux, c'est-à-dire toutes les méchancetés, les horreurs, les violences qu'ils vont assumer totalement, parce que bah oui, c'est normal, on m'a agressé, soi-disant. Donc, vous voyez bien que la science a terminé la science saturnienne, si vous voulez, parce que là, je suis en train de faire l'opposition à Saturne, sur quelle vérité on est planté. Ben, l'ascendant vierge nous dit, oui, il y a des vérités écologiques, mais de l'autre côté, Saturne en poisson, on est planté sur de l'océan, hein, on est en train de voguer sur l'océan de la fake science, des fausses sciences, des faux rétablisseurs de vérité, c'est-à-dire que maintenant, le fact-checking, c'est-à-dire qu'ils vérifient les faits en amont des fausses informations qui abondent, eux-mêmes sont victimes de fausses informations à leur tour, qui sont fournies par les lobbies. Donc on tourne en rond, parce que évidemment, ils vont dire, bah, il n'y a qu'à prendre des références scientifiques. Or, les références scientifiques elles-mêmes sont truquées. Donc on tombe maintenant dans... C'est pour ça que Saturne en poisson nous indique comme une espèce de perdition totale, comme un navire dans la tempête sur l'océan. C'est-à-dire, on n'est pas du tout en train d'enfoncer des racines de vérité dans la Terre. On est dans quelque chose qui se contredit. Donc évidemment, on va avoir ici une espèce d'opposition entre la conscience écologique qui sait les choses et puis d'autres gens qui, dans un délire un peu paumé à cause de leur culpabilité, à cause de leur peur, à cause des émotions négatives, vont dire ah bah oui, mais si ça se trouve le changement climatique il n'est pas d'origine humaine, ça revient toujours encore. On a beau faire des milliers de preuves, au début de juillet c'était 1500, maintenant c'est beaucoup plus grand nombre. Tous les gens qui cherchent dans n'importe quel domaine, tout converge vers le fait que le changement climatique est bien réel et qu'il est dû à la production de CO2 par toutes les activités humaines, quelles qu'elles soient, et pas simplement le brûlage d'énergie fossile, hein, l'élevage, la consommation de viande y est pour beaucoup également, la consommation des animaux en général, il y est pour une énorme partie. Enfin bref. Tout ça commence à être vu, mais on refuse de le voir parce qu'on flotte dans des projections plus ou moins psychologiques, plus ou paranoïaques, et c'est ce qu'on peut appeler le complotisme négatif. Parce que si le complotisme dénonce des vrais complots du néolibéralisme que j'appelle le facho-néolibéralisme, évidemment, c'est pas du tout une mauvaise chose. Hein. S'il s'agit de voir que l'ère du Verseau est complètement, qui a commencé dans 67 par là, et au lieu d'être une ère de fraternité, de remise en commun de toutes les richesses pour avec une science à la disposition de chacun, des low tech, c'est-à-dire des technologies douces, on est capable de vivre tous ensemble en mettant en commun ce qu'il y a besoin pour moins consommer individuellement. Voilà, si c'est remplacé par des lobbies qui nous forcent à aller dans une espèce de fake science facho-néolibérale qui va forcer tous les pays à supprimer tous les services publics pour acheter, vendre. Le seul but. Je recommande pour ça le bouquin de Naomi Klein que j'ai déjà... Naomi Klein, je sais pas comment on dit, Klein, que j'ai déjà recommandé, ce qui s'appelle La stratégie du choc, un vieux bouquin, mais qui est à cheval sur cette période très importante que l'on vit, quoi. C'est-à-dire, c'est la montée d'un espèce de capitalisme, d'un néolibéralisme du désastre, c'est-à-dire qui fonctionne à chaque fois qu'il y a quelque chose, une guerre, quelque chose qui se passe mal, il s'enrichit, et qui explique très bien, en fait, une espèce de processus qui a lieu, qui est effrayant, en fait, parce que c'est une ère du mensonge, déjà. Au lieu d'être une ère de la fraternité, c'est l'ère du mensonge. Alors on sait que le mensonge, c'est Star Wars qui nous le dit, hein, Maître Yoda, le mensonge, la fausseté, hein, va entraîner
la haine, puis la violence, et donc la guerre, et la manipulation d'abord, et puis la manipulation qui est exercée par les pouvoirs, mais qui est subie, qui est subie dans les deux cas, il y a manipulation. Si vous êtes capable de vous soumettre à une manipulation, à l'intérieur de vous-même ou à l'extérieur de vous-même, c'est que vous ne l'avez pas vu par définition. Si vous l'aviez vu, vous sauriez que c'est une manipulation, vous ne le laisseriez pas faire. On peut être manipulé comme ça par une névrose intérieure et faire n'importe quoi au nom de cette névrose, avoir des actes non rationnels et inconsidérés, parce que justement on est soumis à certaines peurs, on ne s'en est pas libéré. Donc la manipulation, faut pas croire qu'elle vient que des politiques, elle vient aussi d'un réseau intérieur de force qui fait qu'on est soumis intérieurement à ces peurs, ce qui fait qu'on va être contre le pouvoir, mais pour réclamer un pouvoir encore plus fort, encore plus sécurisant, un papa, un dictateur qui va... c'est pour ça que Platon nous disait, dans les temps anciens, il nous disait qu'il y avait des stades successifs. L'un était le stade originel était l'époque des pharaons ou des anciens rishis dans l'Inde ancienne, où en fait les rois étaient pharaons, c'est-à-dire étaient des êtres réalisés, c'est-à-dire on mettait au sommet, c'est ce qui s'appelait l'âge d'or, on mettait au sommet de la société. Alors ça, on n'a presque pas de traces historiques de ce temps-là, on le sait par mémoire et légende, mais puisque les pharaons dont on parle maintenant sont des pharaons qui sont connus, qui ont été beaucoup plus des grands bâtisseurs, mais pas forcément des rois forcément sages. Le fait qu'ils construisent des mausolées aussi immenses que ça n'était pas forcément un signe de sagesse, même si en amont de ça, il y avait une connaissance extrêmement grande de la matière, des énergies, de la spiritualité derrière ces constructions-là. Quand on voit le mystère des pyramides, le film de Patrice Pouillard, je sais plus comment il s'appelle, enfin voilà, ça montre bien qu'il y avait une connaissance technologique, mathématique extrêmement au point à l'époque, qui a été perdue. Après, on a régressé à un moment donné pendant le début de l'ère des poissons, très très fortement, pendant la suite de l'Empire romain, puis sa chute, on a régressé totalement. Et c'est ce qui risque de nous arriver avec l'empire américain, c'est-à-dire l'empire facho néolibéral, on pourrait dire comme ça, le quatrième Reich. Voilà, il y a le quatrième Reich qui a commencé depuis longtemps et qui a été contre la dictature du prolétariat. On a installé la dictature des bourgeois et des banques. Et par contre, cette dictature-là a bel et bien marché, mais elle est aussi injuste que la dictature du prolétariat qui a abouti au stalinisme. L'espèce de, comment on pourrait appeler ça, de croisade qui a été accomplie par Milton Friedman et puis tous ces oies, les Chicago Boys, est une espèce de nouvelle guerre fratricide, la guerre des riches contre les pauvres, que les riches ont largement gagné. Quand on voit que dans les 10 dernières années, leur richesse, les multimilliardaires ont multiplié encore leur richesse par 2 ou par 3, grâce au Covid, grâce à tout ça, enfin grâce à toutes sortes de circonstances et à la crise, et grâce à des gouvernants complètement complices, comme évidemment notre Micron Ier, au grand empereur, fais-nous dessus, comme dit Christophe Alévèque. C'est un comique que je vous conseille d'aller voir sur internet, Christophe Alévèque, qui à chaque fois qu'il parle de Micron Ier, il lève les yeux au ciel et il dit « Oh, votre grandeur, votre majesté, fais-nous dessus ». Et oui. Donc, voilà, pour dire que voilà, Milton Friedman, c'est vraiment une espèce de faux gourou extrêmement intense. Alors on nous parle de sectes et tout ça, mais on ne nous désigne pas les vrais sectaires dangereux. Les vrais sectaires dangereux, c'est ceux qui ont le pouvoir, toujours. C'est pas ceux c'est pas les petits Hare Krishna dans leur coin où ils tapent ding 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 et puis qui dansent Hare Krishna, qui sont bien dangereux, même si effectivement c'est une secte, mais c'est une secte non dangereuse. Les plus dangereuses sectes sont celles qui accèdent au pouvoir. Ça va être des sectes comme le nazisme, c'était une secte, hein, l'ordre noir des SS, tout ça. Le Mein Kampf contient une vision complètement mystique et complètement sataniste. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, dans le fascisme, il y a des relents le dictateur et le faux gourou, hein, parce que
Un vrai gourou, c'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt à prendre le pouvoir sur vous, parce que son pouvoir, c'est celui de l'amour. Il y a deux forces principales dans le monde, l'amour du pouvoir ou le pouvoir de l'amour. Les faux maîtres sont ceux qui sont du côté de l'amour du pouvoir, les vrais maîtres sont ceux du côté du pouvoir de l'amour. Si on ne sait pas ça, on ne comprend rien à cette histoire de gourou, et on va appeler gourou des gens qui sont des faux gourous, justement, parce que le gourou, c'est positif, c'est aimant, et c'est des gens à qui on peut faire appel, comme on peut faire appel à un thérapeute, pour être aidé dans son cheminement, et qui ne prendront jamais pouvoir sur vous, qui vous aideront à évoluer. Par contre, un faux maître, comme Milton Friedman, le prix Nobel pour avoir aidé avec l'aide de la CIA à renverser Allende le 11 septembre 1973 et avoir remplacé un gouvernement socialiste qui n'avait rien de communiste, qui était simplement socialiste comme Mitterrand. Il a assassiné tout ça pour le remplacer par une dictature sanglante pendant environ une quinzaine d'années, qui a continué à être ensuite plus ou moins sanglante, mais tout aussi dictatoriale. Donc on peut voir que la CIA était, de même que le KGB qui était son modèle, puisque faut rappeler que dans les années 50, c'est la découverte des armes psychiques secrètes qu'avaient les Russes, qu'ils avaient constituées sous le stalinisme, que la CIA a voulu se rattraper son retard et s'est mis à avec l'aide des Français. Les Français en Algérie avaient expérimenté la torture électrique, tout ça, des tas de méthodes pour faire parler les gens. Bien, tout ça, ça a été repris et amélioré par la CIA. Et puis maintenant, il y a le Mossad, tout ça. Enfin, tous les services secrets du monde entier se sont mis à être vraiment pourris au plus haut point. Il faut souhaiter qu'en France, ça se soit un peu arrêté. On est un pays qui est un tout petit peu plus démocratique que les autres, mais en tout cas, on sait, avec l'histoire de Guantanamo et tout ça, que les Américains, sous l'effet de Bush et de sa guerre contre l'axe du mal, a plongé tout le système états-unien dans un mal profond, quoi. Et c'est pas certain que Trump ne soit pas le retour d'une espèce de Bush à nouveau. Bref. Donc, pour revenir à nos moutons, voilà, Milton Friedman, il a un thème très très curieux où il y a une grande opposition Saturne-Jupiter, carré à une conjonction Mercure, Mars, Cérès en Vierge, Lune en Poisson, puis Saturne en Gémeaux et Jupiter en Sagittaire. On retrouve les mêmes signes mutables, c'est-à-dire c'est une espèce de carré qui fait qu'il a, puis un Uranus angulaire au fond du ciel qui indique que son goût de la liberté et de l'indépendance, Friedman, c'est l'homme libre, quoi. Ce nom prédestiné lui a fait croire que la liberté était égale au libéralisme, ce qui est une erreur, c'est un faux enseignement, complètement faux. Et que la preuve en est, c'est que le libéralisme économique a envahi la Chine et que ça reste une dictature de plus en plus terrible et dangereuse, parce que justement les plus prospères, ce que ça donne la prospérité, ça c'est que ça enrichisse les plus riches, ça c'est sûr, mais que ça amène les droits de l'homme, que ce soit, ça c'est complètement faux. Et il en a fait la preuve au Chili, il en a fait la preuve dans toute l'Amérique du Sud avec la CIA, et il a été même dans les États-Unis, où la Nouvelle-Orléans, il a tué tous les services publics après l'ouragan Katrina. Le but, c'est de profiter de chaque catastrophe comme une opportunité. C'est ce qu'ils appellent la foi. Alors que c'est pas de la foi, c'est les vautours, on peut appeler ça réellement. Mais bon, eux, ils voient ça comme la foi. Il faut se relever, mais en se relevant, on supprime tout service public, tous les communs, tout ça. On transforme tout en service privé pour se faire du fric. Et on supprime toute intervention de l'État. C'est la manière de voir. Bon, c'est ce système que Macron, évidemment, est en train de mettre en place en France, à coup de purge, à coup de 49.3, à coup de tout ça. Évidemment, c'est ce que les Français n'ont pas demandé, mais ils s'en foutent, c'est ce qu'il veut mettre en place. Donc, il faut bien comprendre que ce grand carré, que j'ai déjà interprété dans la pleine lune, donc je ne vais pas le réinterpréter à nouveau, mais disons que là, dans cette nouvelle lune, il est totalement angulaire. Apollon à l'ascendant, en face Saturne au descendant, donc on voit très bien que ce qui va s'opposer à la mise en ordre un peu raisonnable du Parlement, de tout ça, si elle n'est pas faite dans le sens de réformer les lois sociales, de réformer les lois écologiques pour aller vers plus d'écologie, ce que Orcus à côté peut laisser craindre, et puis Bayrou aussi, parce que Bayrou, c'est vraiment pas une lumière, hein, c'est moi qu'on puisse dire. Donc si la lumière apollinienne n'est pas accessible sans Vierge, la Vierge c'est la France, hein, faut pas oublier, c'est le signe de la France par excellence, la Vierge et la Balance. On a une lune noire vraie en début Balance qui est nœud sud en début Balance,
qui correspondent à la France. Et puis c'est Apollon Orcus, où Orcus a beaucoup plus de chances de gagner sur Apollon, parce qu'Apollon c'est la vraie lumière qui est inspirée par le Christ, mais le Christ il est aux oubliettes en France. Hein. On a construit maintenant toute notre civilisation, comme les Chinois, on l'a construit sur un athéisme et un laïcardisme militant. La laïcité c'est une très bonne chose, mais le laïcardisme n'est pas la laïcité. Je vous invite à écouter peut-être le Printemps républicain, là, une émission où Aurélien Bélanger intervient. Malheureusement c'est un libertarien qui est... Mais l'avantage, c'est qu'il s'oppose au laïcard, il s'oppose aux fameux groupes, ensemble de gens là qui sont les pseudo-intellos parisiens, qui sont complètement des laïcards farouches, qui ont créé une espèce d'anti-islamisme de gauche moralement correct, quoi, on va dire, et où ils croient être en luttant contre l'islam même, c'est-à-dire contre toute religion en réalité, être la lumière, les lumières du XVIIe siècle qui reviennent, alors que le XVIIe siècle, il faut le laisser au XVIIe siècle, on est au XXIe, il faut se réveiller. Le XXIe sera spirituel, ne sera pas, disait Malraux, et là, ils sont complètement à côté de la plaque, donc qui participent à cette espèce d'enfumage intellectuel. Bon, il y a Michel Onfray, il y a j'ai plus la mémoire des noms, c'est terrible ça. Caroline Fourré, il y a Raphaël Enthoven, il y a Christophe Barbier, enfin ils ont un nouveau journal aussi qui s'appelle, je sais plus comment. Enfin bref, c'est des gens que j'avais recommandé déjà l'émission de Blas qui en parlait. Bon bref, c'est des gens qui sont dénoncés heureusement par ce Aurélien Bélanger là comme étant des laïcards en fait, qui sont en fait des racistes inconscients, quoi, qui ont une espèce de, et qui défendent bec et ongle Israël contre toute accusation de génocide, alors que tous les organismes indépendants, non gouvernementaux, qui sont du côté des droits de l'homme, du côté de l'humanisme, du côté des vrais droits de l'homme, qui sont une création de la France, je rappelle, et des États-Unis. Eh ben, en ce moment, la France et les États-Unis, avec Pluton qui arrive en Verseau, sont en train de trahir exactement l'idéal qui les a créés, c'est-à-dire cette coupure en France avec la royauté, le monarchisme absolu, et puis aux États-Unis avec le colonialisme absolu que représentait l'Angleterre, la marine anglaise qui occupait toute la planète à cette époque-là. Donc c'est cette cassure nette avec un abus de pouvoir, c'est ce Pluton en Verseau. Et ça peut revenir, hein. Mais évidemment, quand un système va mourir, il organise son contraire, quoi. Et là, ces gens-là qui sont les fossoyeurs de la vraie France, dans le sens qu'ils amènent, en croyant lutter contre un fascisme qu'est l'islamisme radical, évidemment, c'est un fascisme, ça, il y a pas de doute là-dessus. En amalgamant ça avec la religion de l'islam. Moi, j'ai vécu un peu au Maroc, puis j'ai vécu aussi avec des Maliens. Enfin, je veux dire, des Touaregs aussi, juste pas très longtemps, mais juste le temps de voir comment ils pratiquent tout ça. Mais au contraire, c'est des gens qui essayent chaque jour de faire un peu de bien. Dans les 5 piliers de l'islam, tu dois faire chaque jour un peu de bien à ton prochain. Ça fait partie des 5. Bon, le pèlerinage à la Mecque étant le plus douteux, puisque c'est un endroit qui se fait du fric sur le dos des pèlerins, qui est pas... Mais bon, c'est un endroit de pouvoir spirituel aussi. C'est comme... Mais il y a d'autres... On pourrait très bien... Il aurait pu dire... Il connaissait que ce lieu saint à l'époque, parce que c'était des bédouins, ils connaissaient ce lieu saint. Mais disons, on pouvait faire un pèlerinage à la cathédrale du Puy-en-Velay ou au pic de Saint-Michel-d'Aiguille. Il y a des lieux spirituels et très très chargés en énergie spirituelle, il y en a partout. Il faut au moins faire une fois dans sa vie, effectivement, un pèlerinage dans un endroit-là et aller y méditer et s'y reposer. Là, il y a tellement de monde, ils sont en train de tourner comme des cons autour du truc. C'est très douteux que la foi remplace tout, mais c'est très douteux que l'énergie spirituelle puisse être captée en faisant un petit tour, et puis hop, au suivant, comme si c'était un supermarché, où on leur prend leur fric en général. Donc ça, c'est un peu c'est la décadence de toutes les religions du monde par l'institutionnalisation. L'institution vient se mettre entre le fidèle et le vrai message de départ pour capter soit de l'argent, soit de l'attention, soit du pouvoir. C'est très 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 dommageable, évidemment. Mais bon, dans les principes même du christianisme, dans les principes même du bouddhisme, de l'islam, de toutes les religions du monde, il y a des principes essentiels qu'il faut pouvoir retrouver. Et c'est ça que je travaille, moi, avec le principe des spirinotés. Pour ça que ma chaîne s'appelle Spirinote. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut remettre en commun. C'est
c'est la spiritualité dégagée de tous ces archaïsmes, de toutes ces croyances locales, de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on va renoncer au rite, si on veut faire un rite hindou ou un rite chrétien, si vous aimez ces rites-là, bon, allez-y. Mais le problème, c'est pas le rite, c'est de comprendre que le rite n'est qu'un moyen, une espèce de transport pour aller vers le but qui est l'éclairage intérieur, la découverte de l'âme à l'intérieur de soi, qui est le vrai gourou. Donc, et pour ça, on peut s'aider d'un gourou extérieur, mais pour trouver que le gourou, à la fin, est intérieur, pour le trouver à l'intérieur. Et c'est pas ce qu'on va croire sur soi-même avec confiance en soi, c'est pas ça. Hein. Le gourou intérieur, c'est vraiment, c'est l'éveil, quoi. C'est le processus d'éveil, c'est-à-dire un processus dans lequel il y a suppression de l'ego. Et non pas, comme dans le New Age, augmentation de l'ego en le rendant positif. C'est déjà mieux qu'un ego négatif, c'est sûr, mais enfin bon, ça mène pas très loin. Donc, cette ère du mensonge, ces manipulations subies, eh bien, ça va donner une perte de confiance de tout le monde dans la matrice, si vous voulez. Et donc, ça crée une crise au milieu du cycle, cette crise parce que le carré de Saturne à Jupiter est une espèce d'amplificateur. Donc, étant exactement en carré de cette opposition qui est sur l'axe ascendant descendant, il va amplifier par des mots, par des mots MAUX et par des mots MOTS, puisqu'on est en Gémeaux, et au milieu du ciel, les conflits ça va exagérer les dissensions. Le Gémeaux est un signe de dualité, donc la dualité va être exacerbée. Néanmoins, il y a à mort, alors ils sont tous les deux rétrogrades, donc faut pas en attendre grand chose non plus, sauf si on y réfléchit profondément. Mais disons que si on y réfléchit profondément, ça peut amener des débats très intéressants. C'est-à-dire, à cause de cette incompatibilité totale des croyances installées, Saturne en Poisson, avec la nécessité de trouver des solutions spirituelles, ingénieuses, artistiques et architecturales, etc. Quand on dit architecturale, parce que c'est Apollon, mais il faut penser le mot architecture comme le mandala en astrologie. Par exemple, le mandala d'un thème astral, c'est de l'architecture. Mais ça donne des phrases qui permettent de guider la conscience vers des solutions meilleures. Donc là, cet axe-là crée un trouble de la conscience très grand, parce que on voit très bien qu'il faudrait faire quelque chose, mais que les pouvoirs en place, Saturne, les institutions ne veulent pas, ils sont engoncés dans des croyances complètement en retard. Saturne conjoint Nessus nous dit qu'on est empoisonné même collectivement par ça. Les institutions de la 5e République, par exemple, pour la France, vont être fortement remises en question pendant ce mois-là. C'est pas possible qu'on n'ait plus qu'il n'y ait plus du tout moyen en votant d'obtenir quelque chose qui serait le souhait réel du peuple, mais qu'on est à chaque fois en train de se faire avoir par des gens qui jouent leur propre jeu politique dans leur propre intérêt, et que ceux qui sont, comme je l'ai dit, comme Gouvernatori, qui a disparu complètement du champ des médias, personne ne sait qui c'est, que des gens qui sont honnêtes et qui ont été jusqu'à mettre toute la richesse qu'ils avaient accumulée par une entreprise de nautique, je crois qu'il avait réussi à faire, je crois que c'était, je sais plus si c'était nautique, je sais pas, enfin bref, il avait fabriqué, je sais plus si c'est lui qui avait fabriqué des coques de bateau, non, ça c'est un copain astrologue, je sais plus ce qu'il faisait, enfin il a gagné, il a mis tout son argent, dépensé tout son argent pour le bien commun, mais ça personne n'a vu. Alors que ceux qui vont puiser dans les caisses, qui vont prendre l'argent, alors ceux-là, c'est ceux-là qui sont les chefs de parti actuellement. Tous les plus corrompus sont au pouvoir en tête de tous les partis, y compris des fois les plus râleurs et les plus voilà. Donc Jupiter en Gémeaux, il peut y avoir une révolte de la jeunesse avec ça, quoi. Alors Amor à côté nous dit que si c'est fait au nom de l'amour de l'humanité, de l'amour du bien, du vrai, du juste, du beau, ça peut amener quelque chose. Alors malheureusement, Mercure est exactement en face, il est en Sagittaire, donc on a une opposition Jupiter-Mercure. Et on sait que Jupiter étant les valeurs morales et Mercure le langage, ben ça veut dire le mensonge et la manipulation. Donc attention, ce mois-ci, en France, on va atteindre un taux de mensonge, de manipulation et de déplacement de l'attention. Ah, regardez là, regardez, comme le précipitateur, comme c'est faire Macron là. Ah, regardez là, puis avec l'autre main, il vous pique quelque chose de l'autre côté. C'est tout l'art des précipitateurs, c'est ça, c'est d'attirer votre attention à une main pendant que l'autre fait quelque chose qui va permettre de... Si le précipitateur est habile, qu'on ne voie pas. Bon, maintenant tout le monde regarde les deux mains à Macron en même temps parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va nous faire encore comme tour de cochon celui-là. Voilà. Et bien, alors évidemment, ça lui enlève tout son pouvoir. Hein. Si on n'est plus soumis à son charme et à son hypnose, évidemment, c'est tricky dicky. le tricheur qui fait des tours est repéré. Donc voilà.
Donc, et Mercure carré Saturne montre que les paroles enflammées, les paroles d'idéal et tout ça, peuvent très bien ne pas atteindre leur but, être complètement pas structuré, pas installé dans quelque chose de raisonnable de Mercure et Saturne. C'est-à-dire oui, on va réclamer l'idéal, mais on va pas voir que par exemple au niveau du budget, il y a besoin quand même de pondre quelque chose qui tienne la route. Voilà, donc c'est des exemples que faut pas oublier que Saturne c'est le principe de réalité. Quand la réalité est tordue comme la nôtre, évidemment, il faudrait la supprimer entièrement, ça serait idéal, mais on peut pas. Donc il faut simplement que les paroles ne soient pas fausses, ne soient pas sans valeur morale, Jupiter en face. Il faut équilibrer Jupiter avec Mercure, c'est-à-dire essayer de se mettre au centre du mandala, c'est-à-dire donner autant de poids aux valeurs morales, au scandale que peut être comment dire, la trahison des valeurs essentielles, et de l'autre côté avec Mercure l'idéal. Donc on voit très bien que ça peut se rejoindre, d'autant plus que Mercure est chez Jupiter et Jupiter est chez Mercure, puisque Jupiter en Gémeaux et Mercure en Sagittaire, on appelle ça la réception mutuelle en astrologie. Donc étant l'un chez l'autre, ils peuvent très bien se marier les deux là. C'est plus difficile pour l'opposition Saturne-Apollon qui crée l'affectience d'un côté, qui nous dit tout va bien, Madame la Marquise, et qui va dire oui, ça se trouve le changement climatique, c'est pas forcément puis en mettant des centrales nucléaires partout, on va bien y arriver. Enfin voilà, les fabricants de pollution, Saturne Nessus, c'est les pollutions du futur, et Apollon en Vierge, les militants de l'écologie qui sont complètement catastrophés et qui eux-mêmes n'apportent pas forcément beaucoup de solutions, tellement on les coince dans des comme des rats dans des cul-de-sac pour les massacrer, quoi. Comme la A69 dont les juges ont dit qu'elle devait être totalement arrêtée parce qu'elle était complètement illégale, alors que tous les travaux sont déjà faits. Et puis les gens qui ont fait commencer les travaux, ils disent là quand même on a déjà bousillé tous les arbres, tous les exploitations agricoles ou ça, on va pas les redonner maintenant, donc on termine le boulot de massacre, alors que la justice a dit non, c'est terminé, vous êtes en train de détruire la nature pour rien. Alors, que pensez-vous que le système bourgeois installé actuellement en France macronien va privilégier? On va petit à petit privilégier Jupiter, c'est la justice, Saturne carré Jupiter, ça veut dire le déni de justice. Saturne, l'institution, va empêcher la justice de s'exercer. Et Jupiter en Gémeaux, c'est des jeunes qui vont aller se faire taper sur la gueule sur le tas en disant mais attendez, la justice a dit quelque chose, est-ce qu'on aime encore la justice dans ce qu'elle a de défendre non pas les avantages des lobbies, mais les droits des individus, des peuples, c'est-à-dire ce qui est inscrit dans la loi? Si ça n'a plus aucune valeur, où va-t-on, quoi? Donc on voit très bien qu'à ce moment-là, Apollon qui représente le Christ, qui représente le sacrifice de l'être pour des valeurs supérieures, peut très bien se déclencher sous forme de gens qui vont aller, comme celui qui s'est attaché dans les arbres, qui est monté dans les arbres devant le Parlement et tout ça, qui a fini par... On a abattu l'arbre et il est tombé, il s'est retrouvé à l'hôpital. C'est des gens qui mettent leur propre corps en danger, de manière presque, on va dire, christique, dans le sens que ils savent que s'ils ne le font pas, ce sont les enfants actuels. Je sais bien qu'il y a beaucoup de mères, les mères ne veulent pas voir ça, mais malheureusement, à partir du moment où votre enfant a moins de 20 ans, il va énormément souffrir dans sa vie de ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc il faut le regarder maintenant, parce que il y a beaucoup de gens qui prennent conscience grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent et disent mais je ne veux pas qu'il arrive cela à mes enfants. Et du coup ils se mettent à devenir des vrais militants, alors que c'était simplement des gens avec un métier, puis on décide de faire des enfants parce qu'ils s'aimaient. Ils se sont dit voilà, on va leur apporter le mieux pour en faire des enfants heureux. Non, ils seront jamais heureux, pour la bonne raison que très très tôt dans leur âge adulte, ils auront à subir des souffrances terribles, et que c'est maintenant que ça se décide. Et or, ça se décide pas dans le bon sens. Donc ça, c'est très important que ceux qui ont des enfants deviennent responsables aussi, qu'on arrête cette déresponsabilisation individualiste, jeuniste, hédoniste et consumériste et scientiste, qui est une maladie mortelle de l'humanité actuelle.
Bon, alors, je vous ai parlé de Xavier Bélanger, attention, hein, c'est un libertarien, mais il parle de François Ruffin, qui est un humaniste de gauche quand même, très très nettement, qui a pas voulu se mêler avec la politique systématiquement, on va dire, agressive et révolutionnaire de la France insoumise. Parce qu'il y a quand même un logiciel trotskiste quand même derrière Mélenchon qui est pas terminé, hein. C'est l'un des derniers trotskistes, ils sont tous partis mais il en reste encore. Et trotskistes, moi je les ai connus étant très jeune puisque moi j'étais libertaire au moment là, et c'est des machines à foutre la merde alors à défendre certains droits, mais à condition que ça aille dans leur sens. Donc c'est toujours un peu Mélenchon est bien un ex-trotskiste, même si le programme de la France insoumise n'appartient pas à Mélenchon, c'est un programme complètement d'avenir. Et alors François Ruffin a bien vu que Mélenchon est au milieu, bon bah il s'est fait cramer par Mélenchon, est plus puissant que lui, il s'est fait cramer. Alors maintenant on voit qu'il est ringardisé, ou il est même macronisé, on ne sait pas qui a lancé cette idée, mais on le soupçonne parce qu'il a essayé de tendre la main dans un sens humaniste à d'autres gens de tous les côtés de l'échiquier politique pour réussir cet arc républicain réellement, et non pas celui que veut faire Macron, qui est un arc républicain de la magouille et de la... Alors il est accusé d'avoir voulu collaborer avec le pire, enfin bref, ça. On se demande qui a lancé ce genre de rumeurs et à qui ça profite. C'est ça qu'il faut se poser la question, parce qu'en fait, Bélanger, Aurélien Bélanger, en tant que libertarien, reprend cette espèce de rumeur assez négative, et à mon avis assez fausse. Et donc, où on fait de quelqu'un dont j'avais montré en thème que c'est pas quelqu'un qui cherche le pouvoir, c'est quelqu'un qui cherche au contraire du côté du pouvoir de l'amour, ce qui le rend assez faible au niveau politique, et ce qui le rend le bouc émissaire idéal dans ces périodes de fascisme. Alors le fascisme, ne croyez pas que c'est l'extrême droite, hein, seulement. C'est l'extrême droite, bien sûr, mais c'est aussi toute attitude dans laquelle le mensonge est mis en avant, toute attitude dans laquelle on préfère avoir raison contre les autres et les critiquer, leur faire du mal. C'est toute attitude où en fait où il n'y a pas d'attention à l'autre, au bien-être commun, toute attitude où on est purement dans un égocentrisme intense, et où la frustration de ne pas d'être emmerdé par ses riches, par ses pouvoirs, tout ça, nous rend haineux au point qu'on va voir des cons partout, et on va vouloir en venir aux mains, ou alors créer, comme on peut pas en venir aux mains parce qu'on a peur de se faire taper dessus, alors on va demander plus de flics, plus de répression, plus de contrôle, et ça c'est vraiment terrible. Regardez ce qui s'est passé à ce sujet. Donc, attention donc pour finir sur cette histoire attention au lien visible entre les bobos libertariens, très égocentriques, très intello, et la montée de l'extrême droite. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que un libertarien, c'est un espèce de facho planqué sous une apparence bobo, quoi. C'est tout. Ne confondez pas avec des gens qui seraient en train de défendre la gauche, même s'ils se croient de gauche. Donc, ce que j'appelle le fascisme, c'est ce genre d'ambiance. C'est pas forcément... évidemment, ça aboutit à l'apparition d'un tyran. Le meilleur exemple de ça, c'est Israël, avec ce génocide à Gaza, qui sont en train de faire la guerre au Liban, en Syrie, au Yémen. Alors Liban, Syrie, Yémen, c'est l'endroit où le Hezbollah est planqué, bien sûr, et il y a l'Iran derrière. Donc on est bien dans la dualité Iran-Israël que j'avais dénoncé dès la fin des années 2000. C'est-à-dire, voilà, au moment de 2008, la grande crise économique, tout ça. Et puis c'est pour ça que j'avais dénoncé 2014 aussi l'erreur qui était de ne pas intervenir en Syrie, qui était faite par Obama et par Hollande du coup qui a suivi, alors qu'en fait il y avait le danger de laisser complètement Poutine prendre le pouvoir avec des nazis, hein, des vrais nazis, des anciens nazis de l'Allemagne nazie, quoi, qui étaient embauchés aux côtés de Poutine et Bachar el-Assad. Encore une fois, l'exemple de la paranoïa totale, c'est-à-dire que il a tué la moitié de son peuple, Bachar el-Assad, qu'il a envoyé à Patrem, comme on dit, à la mort. Et il dit non, je me suis enfui, mais j'ai sans cesse servi mon peuple. On voit à quel point le mensonge est profondément ancré dans ces gens-là. Plus le mensonge est puissant, plus on fait du mal autour de soi, même sans soi-disant le vouloir. Enfin, évidemment, c'est faux, hein, mais ces gens croient dans leurs mensonges, c'est ça qui est le pire. Donc, cette guerre
cette colonisation d'Israël qui avait commencé par une espèce d'apartheid sur toute la Palestine, se transforme maintenant en guerre soi-disant contre le terrorisme. Et alors, curieusement, à partir de là, ben, leur PIB, leur économie a commencé à monter à fond la caisse. C'est-à-dire que ce que Netanyahou a très bien compris en observant, c'est une espèce de Trump aussi, ou un nazi sans prépuce, comme disait Guillaume Meurice, c'est pourquoi il a été chassé de France Inter alors qu'il a été défendu par la justice, parce qu'il a le droit de dire, à partir du moment où quelqu'un exerce un génocide et que des grands organismes internationaux les reconnaissent, des organismes médicaux, des organismes d'aide à droits de l'homme, des organismes humanistes voient qu'il y a réellement un génocide, évidemment, dire l'inverse, c'est être de partisan à un point grave, quoi. C'est la même erreur qu'il y avait à dire, ah ben non, Hitler, il fait pas de mal, et il a créé la Volkswagen, il crée des autoroutes, donc c'est quelqu'un de bien. Ben oui, c'est sûr qu'il a créé les Volkswagen, et les autoroutes, et la télé aussi pour tous, comme moyen de propagande, c'est des très bonnes idées, hein, ça d'ailleurs, c'est encore utilisé. Mais enfin, c'est pas pour ça que c'était pas un faux gourou antéchristique et c'est-à-dire sataniste dans l'âme. Alors, pourquoi Israël s'est enrichi? Ben parce qu'ils ont vendu des systèmes informatiques de sécurité, puisque leurs murs, leur système de surveillance, leur checkpoint, tout le bazar, ils sont devenus des spécialistes très avancés de tout ce qui est le contrôle social, de la guerre civile, hein, qui est faite à tous les terroristes, c'est-à-dire les résistants, hein, on appelle terroristes résistants, hein, comme les nazis. Voilà, ils appelaient pas les Jean Moulin, pour eux c'était pas un résistant, hein, c'était un terroriste. Donc, et la confusion des deux a été faite au moment d'Arafat. Arafat, qui est une espèce de Gaulle des Palestiniens, qui était là pour libérer, parce qu'on leur, même Ben Gurion l'a dit, on leur a quand même volé leur terre. Si j'étais arabe, il disait, bah oui, je serais contre Israël, puisque on leur a volé leur terre. Est-ce qu'il y a eu un essai de résoudre ça? Non, il y a pas de vol, c'est une terre sacrée qui est à nous depuis le début, et donc on chasse tout le monde, on démolit des maisons. Voilà. Donc, et la confusion des deux entre terroristes et résistants, elle a été faite par l'extrême droite israélienne au moment d'Arafat. On a dit, ah oui, c'est un terroriste, et c'est un résistant, mais c'est un terroriste. Donc pour Netanyahou, c'est un peu le Mussolini, et puis Poutine, c'est un peu l'Hitler de notre époque. On est dans des postures de tyrannie, de dictateur extrêmement dangereuses, extrêmement violentes. Et quand je dis ça, je suis pas du tout dans une optique de l'OTAN, des États-Unis, puisque je gâte aussi les États-Unis. D'ailleurs, on va voir bientôt que Trump va faire tout autant le dégât. Donc voilà. Bon, bah j'en finis là, parce que ça fait déjà 1h30. J'ai un peu lu. Alors, pour terminer, je vous indique comment manger avec une petite émission Secret d'info, là, le 28 décembre 2024. Ça sera mis en dessous. C'est l'histoire des dauphins tués qui sont tués par les filets des pêcheurs. Alors il y a toute une histoire, est-ce qu'on va interdire ça par l'Union Européenne? Il y a des résistances qui sont anti-écologiques, puisqu'on en vient à penser que comme quand l'Union Européenne défend l'écologie, ce qu'elle doit strictement faire, effectivement, bah à ce moment-là, il y a comme c'est l'opposition entre fin du monde et fin du mois, comme on dit, alors que ça devrait être réuni. Normalement, l'écologie, le meilleur moyen d'appliquer l'écologie, c'est de faire et remettre les communs et le public en place, c'est-à-dire faire une écologie sociale. Et donc, tout ce qui est les systèmes d'économie sociale solidaire et écologique sont des moyens de recréer le tissu social sans souffrance, sans injustice partout, et en allant vers des solutions sobres, écologiques. Ça, c'est le vrai moyen, mais on en est loin actuellement. Donc, évidemment, ça passe par le fait que les gens doivent renoncer à manger autant d'animaux. C'est des milliards d'animaux qui sont tués. Karmiquement, le sang versé doit être remboursé par des guerres, c'est ce qui se passe. Donc, on sait que si on mangeait moins de poissons et moins de viande, bah, il n'y aurait pas tous ces dauphins tués par les filets des pêcheurs, tout simplement. Autrefois, quand les gens sont arrivés au Québec, bah, il y avait le métier de trappeur, les gens arrivaient, ils revenaient du métier de trappeur, ils avaient une charrette pleine de cadavres. Ils étalaient des ours, des visons, toutes sortes d'animaux pour leur fourrure. Ils jetaient carrément la viande, ils en mangeaient presque pas, ils la jetaient simplement pour avoir les fourrures. Ça a duré encore après, dans les années 70 et 80 surtout, il y a eu des groupes écologistes qui ont choisi de balancer des pots de peinture rouge sur chaque femme qui portait un vison ou... alors évidemment, ces grandes bourgeoises du 16e ne comprenaient pas ce qui se passait, se pensaient agressées par des gens ignobles.
Bon, ce qu'elle ne voulait pas savoir, encore une fois, on se ment pour ne pas savoir. C'est très important, il faut vaincre le mensonge en soi, dès le départ. Quand quelque chose est vrai, que ça nous plaise ou pas, ça reste vrai. Donc si ça nous plaît pas, tant pis, il vaut mieux accéder au vrai, plutôt que c'est désagréable de croire ça, je préfère croire autre chose. Bah oui, et à ce moment-là, on continue à créer de la violence autour de soi. Donc là, cette brave dame, avec son manteau de vison, il faut savoir que pour que le vison ait un beau poil, on lui enfile un fer rouge par l'anus qu'on fait sortir par la gorge, avec le vison vivant, pour que sous l'effet de la frayeur et de la douleur, le poil se hérisse et devienne très très soyeux. Et donc ces femmes-là portaient sur leur dos environ 15 visons qui ont été torturés comme ça, de manière horrible, qui sont morts dans des souffrances atroces, pour que le poil soit joli et qu'elle puisse être follement érotique. Bref, voilà, donc c'est un bien maintenant, il n'y a plus ça, il y a plus personne qui ose porter des fourrures. La société évolue tout doucement comme ça, mais grâce à ces prises de conscience, certes horribles, mais il faut savoir les choses. En sachant les choses, on ne peut pas se raconter « Oh bah oui, mais quand même, c'est joli, c'est joli, une belle fourrure. » C'est très sensuel, oui, certes. De même, ah c'est bon, foie gras, j'aime bien. Ben oui, mais il y a des ersatz de foie gras qui sont faits avec du tofu, tout ça, ça ressemble énormément maintenant, ils sont très très doués en imitations maintenant. Il y a un restaurant sur Paris où on peut manger tout ce qui se mange dans un restaurant chinois, avec le canard laqué, les crevettes, les nems aux crevettes, tout ça, où il n'y a pas une seule animal tué. Tout est fait avec des trempages de certaines sauces dans le soja, et qui fait que, mais c'est exactement le même goût, donc on peut maintenant se passer de tous ces massacres très facilement, sans y perdre au niveau du plaisir. Et le plaisir, encore une fois, n'est pas un but. C'est un moyen pour être heureux, mais c'est juste un moyen de passage. Le vrai moyen d'être heureux, c'est d'atteindre l'ouverture du cœur et de l'âme, et ça rend vraiment heureux durablement, alors que les plaisirs sont toujours momentanés. Et quelquefois, ils amènent à des plaisirs, par exemple quand on mange trop, on a mal au ventre derrière, ou on attrape une angine, qui est le moyen qu'a le corps de vider les toxines. Donc voilà, si vous mangez moins de poissons, eh bien, il n'y aura pas de dauphins tués, tout simplement. Il y en aura moins, en tout cas. J'avais parlé aussi la dernière fois du masculinisme, puisque j'ai presque pas parlé de l'opposition Mars-Pluton, qui continue à être de plus en plus précise, puisque Mars recule, il revient vers Pluton. Donc Mars en Lion, on revient en arrière au niveau des pouvoirs, c'est-à-dire ça peut être des régressions au niveau. Alors oublions pas que Macron, lapsus significatif, que Macron a Mars en Lion, rétrograde, donc il est touché par ça, et que Trump a également Mars en Lion. Donc on a sous l'effet de cette opposition Mars-Pluton, les gens qui sont Mars en Lion ou qui ont une planète négative en Lion, en début de Lion, peuvent être touchés négativement. Il faut vraiment apprendre à se calmer, à pas se mettre en colère et à trouver le moyen d'aller au-delà des réactions stupides, arrogantes ou orgueilleuses ou agressives ou compétitives, enfin, etc. Rayez la mention inutile ou prenez-les toutes comme vous voulez, que peut créer cette opposition. Tout ça au nom de Pluton en Verseau, c'est-à-dire d'une manière de voir nouvelle. On va se croire rebelle ou contre ceci, contre cela. On va croire manifester une révolte alors qu'on va faire que manifester une forme de violence. Et ce cas-là en signe fixe, donc cette opposition-là est en signe fixe, elle n'est pas facile et elle touche les gens qui ont quelque chose au début Lion ou en début Verseau. Pour les anniversaires, c'est ceux qui sont nés fin juillet et ceux qui sont nés qui sont nés fin janvier. Et on va voir que fin janvier, cette opposition va créer quelque chose, au moment de la pleine lune en particulier, difficile. Donc c'est la pleine lune qui sera issue de la nouvelle lune actuelle. Voilà, donc je recommande bien de méditer à 23h30, commencer vers 23h10 ou plus tard, méditez pendant 20 minutes si vous pouvez, et puis encore 10 minutes derrière, et au moment du moment germe, vous lancez la visualisation de votre projet le plus cher, et de votre manière de résoudre en tout cas cet empoisonnement possible de la vérité et de la connaissance, de la vraie science par le mensonge et la manipulation. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne écoute. Ça c'est fait. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez trouvé ça intéressant et de partager
pour que les gens puissent comprendre ce qui se joue. Alors évidemment, beaucoup ont l'impression quand je parle comme ça que je parle de choses politiques, mais non, je parle de choses qui concernent les individus. Dans l'ère du Verseau, il y a une conscience de groupe qui doit apparaître, et toute idée que il faut que je lise mon horoscope pour moi-même, c'est ce que j'appelle l'horoscrote, c'est de la merde en barre par rapport à l'ancien monde. C'est l'ancien monde où chacun était pris dans des grandes nasses comme des poissons pris dans un filet. C'était le filet des partis, des groupes, des royaumes, des empires où tout le monde est un sujet obéissant, comme ce qui se fait encore en Chine ou dans tous les dictateurs. Ça risque de revenir. Si le vieux monde n'arrive pas à crever, il va faire revenir, avec Mars en Lion, plus Pluton, il va faire revenir pour résister à la révolution qui vient partout dans le monde, une révolution humaniste et écologique et spirituelle. Il va résister avec des pouvoirs archaïques, des tyrannies de plus en plus puissantes. Mais regardez, ça tombe petit à petit. On ne sait pas ce que va donner ces espèces d'islamiques là qui sont en train de prendre le pouvoir en Syrie, mais on peut toujours rêver que ça va redéclencher un retour des vraies rébellions, parce qu'au début la rébellion c'était celle des Kurdes, c'était celle des démocrates, c'était celle de tout ça. Bon, ils ont été massacrés certes, mais ils peuvent encore être massacrés par Erdogan. Mais bon, en tout cas, l'année 2005 étant basée, on le voit, cette conjonction, ce grand carré était déjà là au moment de la commencement de l'année 2005, et évidemment 2025, l'année 2025 va contenir exactement la même obligation de compréhension très très profonde de ce qui se passe, et donc de pas tomber ni dans le complotisme excessif, ni dans le conservatisme bourgeois, le macronisme, ni dans l'adhésion à une spiritualité complètement décollée du concret, où on se contente de méditer, où on ne fait rien, ni non plus être trop dans une écologie militante, dans le vouloir faire à tout prix, sans se rendre compte que c'est la spiritualité qui va donner les vraies intuitions pour trouver les vraies solutions. Tout ça, c'est un équilibre à trouver qui sera valable pour tout 2025. Voilà. Pardon, j'ai oublié, je voulais finir par un petit. Vous savez que moi, j'appelle pas les grands maîtres du monde actuellement, je n'appelle pas les GAFAM. Je leur ai donné un nom qui s'appelle MAGAFISH. Alors, MAGAFISH, alors MAGA, c'est comme Make America Great Again, d'accord? Et FISH, c'est comme Federal Bank, Intelligence Service et Hollywood. Les moyens de magouille sur les êtres. C'est mon sapin de Noël, ça se dessine comme un sapin. Et avec les mêmes lettres, vous avez évidemment tous les noms des grands maîtres du monde. Alors MAGA, ça fait Microsoft, Apple, Google, Amazon. Et FISH, ça fait Facebook, Instagram, Samsung et Huawei. Donc tous les ventes de téléphones portables et tout ça. On peut continuer ce sapin de Noël, mais il a grandi récemment d'autres points qui faisaient pas forcément partie de cette faction facho-néolibérale que sont devenus ces MAGAFISH. MAGAFISH, ça fait penser à un poisson géant, à la baleine qui avale Jonas. C'est la baleine du néolibéralisme qui avale tout. Et qui avale Pinocchio parce qu'il a été menteur, je rappelle. Et comme il est menteur, son karma, c'est d'être avalé par ces gens-là qui se servent de vos faiblesses relationnelles et mentales et qui fait que vous êtes obligé, au lieu de communiquer avec des êtres vivants, de communiquer sur des réseaux et de chercher votre compagne ou votre compagnon par des espèces de tests stupides, comme tous les Tinder, tous les trucs, voilà. Enfin, le classement stupide, d'apparence stupide. Et ça c'est terrible parce que ça fait croire qu'on choisit l'être aimé comme en allant au supermarché. C'est complètement idiot. Alors on peut rajouter donc à MAGAFISH, vous pouvez rajouter WTCTT, c'est-à-dire World Trade Center, vous savez ce qui a pété, c'est-à-dire les Twin Towers, ça fait World Trade Center, Twin Towers. Qu'est-ce que c'est que ce message du 11 septembre au monde? Qu'est-ce qu'il contient? Il contient beaucoup de mystères. Alors il y a eu les complotistes ont imaginé des trucs invraisemblables. Il est possible néanmoins qu'il y ait eu l'intervention d'une arme secrète à ce moment-là pour éviter une catastrophe, parce que la manière dont sont écroulées les tours n'est peut-être pas normale. Une des théories qui paraît peut-être la plus fumeuse et qui est peut-être la moins fumeuse est celle de l'utilisation pour éviter un écroulement des tours complet, l'utilisation d'une arme qui est de dislocation
parce que les tours se sont écroulées d'une manière absolument anormale par rapport aux démolitions habituelles. Alors, voilà, donc ça pose question sur... ça peut être décidé dans les heures qui suivent par les gens qui sont au pouvoir et qui ont des cellules de décision avec beaucoup de pouvoir d'armes secrètes dans les États-Unis comme en Russie malheureusement aussi. Voilà, c'est un aparté, mais bien que Nexus est un journal qui dit des fois quelques conneries, je pense que c'est un des seuls articles que j'ai lu depuis environ, ça fait 15 ans bientôt, 2001, ça fait plus que ça fait 24 ans, en septembre 2001. En 24 ans, j'ai lu des tas de conneries là-dessus. Voilà, c'est la plus probable et sûrement effectivement l'utilisation d'une arme de désintégration de la matière que je pense les Américains possèdent pour des raisons multiples, que des indices multiples. Voilà, si on prend WTC-TT et qu'on le transforme, on a Wikipédia, Tesla, ChatGPT, TikTok et Telegram, et qui sont, Telegram étant la version russe. On voit qu'avec tout ça, vous voyez, j'ai rien contre les Russes, ni contre les Américains, ils sont tous là, de tous les pays du monde, Corée, Chine et Russie, et ça, c'est le grand danger de l'ère du Verseau, c'est-à-dire qui va se résumer avec le tronc du sapin, ça dessine un sapin, c'est petit, c'est ce que j'ai dit, et c'est idiocratie et artificielle, c'est-à-dire l'IA, qui va être arrobase au sommet comme petite étoile en haut du sapin, et à la racine IA, idiocratie artificielle, c'est-à-dire la fabrication par les écrans d'une idiotie qui va donner une idiocratie, c'est-à-dire un pouvoir de l'idiotie, c'est ce qui est déjà en train de se passer, mais artificielle grâce à l'IA, puisque l'IA ne pourra répéter que ce qui a été dit, et elle ne donnera en aucun cas une connaissance, elle répétera en faisant croire à l'interlocuteur par des manières habiles. J'ai vu récemment quelqu'un qui m'a envoyé un dialogue qu'il a eu avec ChatGPT sur un sujet qui le touche profondément. Et ChatGPT maîtrise à merveille des espèces de formules presque politiques qui fait croire à l'interlocuteur qu'il est génial, qu'il est quelqu'un de bien. Et ça va vraiment au sens du renforcement de l'égocentrisme et de la bêtise donc individuelle et donc collective en résultat. Voilà où on en est. Voilà, je vous dis cette fois vraiment au revoir. Je suis désolé d'avoir fait un quart d'heure de plus, mais c'était nécessaire parce que je pense que ce sapin de Noël, Magafiche, WC, TTT, c'est vraiment un beau symbole du sapin de Noël que nous avons à disposition pour l'ère du Verseau et que nous devons vraiment voir en entier, sinon on ne saura pas le combattre efficacement. C'est la fameuse matrice, donc parler le film Matrix. Elle est là. Bonne réflexion là-dessus, bonne méditation et surtout travaillez sur vos mensonges intérieurs, les croyances auxquelles vous adhérez inconsciemment. Travaillez vraiment dessus, par la méditation, par la psychothérapie, en rencontrant des bons thérapeutes s'il faut, en allant voir les satsangs de l'ashram du cœur, c'est-à-dire Pierre et Gérald, vous tapez Pierre et Gérald sur YouTube, qui vous donnent des indices vraiment profonds de vérité en action, de vérité concrètement utilisable. Et puis si vous êtes moins avancé spirituellement, travaillez vraiment avec la pensée positive, avec les thérapies nouvelles, avec des choses comme Byron Katie, le travail que fait aussi Jack Cornfield avec Rain, les méthodes Tipeee aussi. Il y a plein de méthodes thérapeutiques très très intéressantes. Maintenant, il y a même aussi la neurofeedback est une technique pour redresser aussi les neurones qui ont été trop conditionnés. Il y a plein de techniques comme ça. Donc n'oubliez pas de travailler pour cette année 2025 là-dessus et puis pour ce nouveau mois qui vient. Quand vous démarrerez l'année avec ces intentions juste de ramener la vérité en vous-même et autour de vous, tout le monde prendra la responsabilité vraiment de porteur de vérité. Même si les gens une espèce de moralier non, n'y croyez pas. C'est pas amener des vraies valeurs, c'est pas être moraliste. Les vrais moralistes, c'est ceux qui essayent de juger l'autre à partir de conditionnements. Ça, c'est des vrais moralistes. Ah ouais, cette espèce de religion obligatoire de la bouffe qu'ont les Français, ou que si vous mangez différemment, vous êtes carrément hérétique et vous êtes chassé, on vous invite même plus à table.
Ça c'est du moralisme pénible et ça correspond à l'Inquisition, cathos qu'ont très bien porté tous les Français, puisque tous les protestants presque ont été chassés de France grâce à cette Inquisition. Donc on retrouve le même esprit qui était l'esprit anti-défrisard, et qui est maintenant l'esprit autour de la bouffe, autour de Noël, qui est cet esprit complètement archaïque, très en retard sur ce qu'exige notre temps. Notre temps exige qu'on change tous de comportement. Et si on change de comportement, on obligera plus facilement les grands dirigeants à changer de comportement. Alors que si on les nourrit et qu'on leur achète ce qu'ils nous vendent, on leur dit continuez à faire ce que vous faites, ça me plaît. Donc évidemment, ils vont pas s'arrêter. Voilà. Bonne réflexion sur tout ça et bonne méditation à tous. À bientôt pour la pleine lune où j'essaierai de faire quelque chose sur l'année 2025, je pense.